Bienvenue à Radio Fitness avec vos animateurs Éric Laquer et Charles Vincent. Aujourd'hui à Radio Fitness, on parle de quoi? Aujourd'hui à Radio Fitness, Charles, on parle de notre santé financière. Oui, pour faire changement, on a beaucoup parlé de notre santé physique. Alors, c'est important de parler aussi de notre santé financière, Éric. On a en entrevue aujourd'hui Sébastien Julien qui a comme une double identité, il a comme une double vie. Il est et dans la finance, mais et aussi dans le podcast. En tout cas, vous allez apprendre à le découvrir. Il nous donne des bons petits trucs, des bonnes petites astuces, puis il y a des bonnes anecdotes. Il nous donne 3 astuces pour améliorer notre fitness financier. Et puis en plus, c'est ça, il nous a partagé plusieurs histoires sur sa carrière d'athlète en triathlon et même fait le Ironman d'Hawaï. Donc voilà, plein de belles histoires. En plus d'être un entrepreneur, il nous a raconté son parcours. Donc voilà, c'est très intéressant. Absolument. Et il nous a partagé toutes ces belles aventures. Et écoute, on va pas trop en voler le punch. Écoutez l'épisode. Bonne écoute. Bon épisode. Comment ça se passe, Machine 4771? Bien, étonnamment, ça a bien été cette année. 2020 a été, disons, c'est comme nous autres, c'était notre première année, hein, fait qu'on venait d'ouvrir, puis là, la pandémie est arrivée tout après. Mais quand ça s'est déconfiné cet été, on a eu plusieurs contrats corporatifs intéressants. Et puis, ça a été donc notre meilleure année, mais on n'a pas eu vraiment d'autres années avant parce qu'avant ça, on n'était même pas incorporés. Fait que c'était juste comme le plaisir de faire des podcasts pour faire des podcasts puis essayer cette nouvelle façon de fonctionner-là. Puis, disons que ça a commencé. Nous autres, on a un local. On est rendu, on a pignon sur rue à Sainte-Thérèse. Puis le premier client qu'on a eu, c'est notre propriétaire. OK. Parce que lui, il y a beaucoup, beaucoup de portes dans le fond où est-ce qu'il y a soit des startups ou des petites entreprises. Puis, il y a des gens là-dedans qui ont des bails de 3 ans, de 5 ans, puis qui sont bien établis. Il y en a plusieurs. Là, aujourd'hui, il y a 200 portes, ce gars-là, dans différentes villes, dont nous, à Sainte-Thérèse, on est à peu près une 50aine autour. Puis dans le fond, on a fait un podcast entrepreneurial pour, dans le fond, sa communauté à lui, qui est, dans le fond, ses locataires. OK. Fait que ça a été notre premier client, puis de là, il est arrivé d'autres opportunités. Fait que c'est ça. Fait que ça a bien fait. Puis mon entreprise financière, étonnamment, parce que je vais te dire qu'au mois de mars, je me demandais en tabarnouche comment est-ce qu'on allait faire, parce que nous autres, on est B2C, là, je veux dire, on allait voir les gens, on se déplaçait même à domicile, et puis j'ai quand même pas mal de gens sur la route. J'avais pas mal de gens sur la route. Puis, fait que là, c'est ça. Ça a changé complètement. T'sais, nous autres, on a basculé sur le web. Là, en l'espace de, je dirais, 1 mois, on s'est presque tout réorganisé pour être en mesure d'aider les gens quand même. Parce que là, toi, tu as 2 entreprises. Donc, Machine 4771, de ce que je comprends, ça s'occupe de faire la mise en scène de podcasts. Et tu as une entreprise plus financière. Fait que dans le fond, Machine 4771, c'est plus un hobby, je dirais, un passe-temps qui s'est transformé en entreprise d'une certaine façon. Parce que l'entreprise financière, elle date depuis que j'ai l'âge de 18-19 ans. OK. Puis j'en ai 40... Quel âge que j'ai? Là? J'ai 47 ans, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, après tant d'années dans le domaine de la finance, disons qu'un de mes bons amis m'a parlé, tu connais Daniel, Éric, c'est pas Éric, excuse. Charles, excuse-moi, Charles. Tu es venu avec ton frère, tu sais. Toi, tu étais venu chez Dan, je pense. Tu étais dans son garage. On a fait les 2. On était venus chez Dan dans le garage que vous nous aviez. On avait fait le podcast avec vous autres. Et puis, j'étais allé voir votre setup avec Dan, puis justement, Éric et mon frère étaient avec moi. Donc, on a vu votre nouveau setup. OK, mais cette fois-là, je n'étais pas là, je pense. Non, c'est ça.
OK. Fait que c'est ça. Mais donc, tu as vu l'endroit où je parlais tantôt à Sainte-Thérèse. Ouais. Mais avant ça, c'était dans le garage de Dan. Fait que moi, quand je suis arrivé dans le garage de Dan, parce que dans le fond, il m'appelle pour me dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben rien, viens-t'en chez nous, OK, j'arrive là, je rentre dans le garage, je fais comme what the fuck, qu'est-ce que tu as fait là, tu sais? OK, tout est arrivé, tout est installé, là, tout était monté. Tout est installé, oui, parce que lui, il avait déjà commencé il y a plusieurs temps de faire ça, tu sais, de faire, si on veut, du web avec sa gang, avec son bureau, tout ça. Puis là, il avait lu beaucoup sur le podcast, tu sais, l'explosion du podcast américaine, tout ça. Fait que là, il me parlait de ça, le podcast. Puis pour vrai, j'avais entendu un petit peu parler de ça, mais pas tant que ça. Tu sais, il y avait Mike Ward, bon, etc., ici au Québec. Mais, fait que là, moi aussi, je me suis mis à lire là-dessus. Toute la question audio qui est en forte croissance, comment est-ce que les gens, bon, peut-être en pandémie, c'est différent, mais en temps normal, quand on a beaucoup d'activités dans une semaine, on n'a pas tant de temps que ça à regarder, mais pour écouter, par exemple, tu sais, quand tu vas marcher, quand tu vas t'entraîner, quand tu es dans ta voiture. Alors, j'ai réalisé le potentiel, si on veut, de rejoindre une audience, de créer une communauté, de donner de la valeur à une communauté de façon audio. Puis, mais évidemment que le vidéo est intéressant, il peut être intéressant aussi. Donc, nous autres, on mise sur les deux, si on veut. Mais donc, c'était une nouvelle façon pour. C'était comme nouveau, hein? C'est le fun d'apprendre des choses nouvelles. Puis, quoique la finance, ça change beaucoup, puis ça évolue aussi, mais il reste que ce côté-là, du podcast, ben, je trouvais ça merveilleux d'apprendre ça. Puis, alors, je me suis lancé là-dedans. Au début, on collaborait avec des gens justement proches de Sainte-Thérèse qui étaient dans le communautaire pour aider les adolescents. Fait que là, on a fait des émissions jeunesse. Puis on est allé dans une école pour aller chercher les jeunes, puis tout ça. Fait que puis on faisait venir des intervenants, puis on a passé des entrevues comme vous le faites présentement. Puis je trouvais ça bien le fun. Tu apprends à connaître les gens, tu vas en profondeur sur certains sujets. Puis, bref, c'est ça. Ça m'a fait du bien, finalement, mais je n'aurais pas pensé à ce moment-là que ça aurait été une entreprise, éventuellement. Mm-hmm. OK, fait que c'était un accident. Puis, dans le fond, quand vous avez déménagé à Sainte-Thérèse, c'était dans le but vraiment de monétiser Machine 4771. Vous vouliez en faire une business, c'est ça? Bien, tu sais, là, il y a un loyer, hein, fait que là, tu te dis, bon, c'est soit qu'on perd de l'argent, ou soit qu'on en fait assez pour payer les frais fixes, donc on n'en perd pas. Mm-hmm. Warren Buffett, il dit tout le temps, il y a deux choses, hein, il y a deux conseils. C'est perds pas d'argent, puis souviens-toi de la première chose. Fait que, donc, c'est pas le fun de perdre de l'argent, mais en même temps, je me disais, tu sais quoi, il y a plein de passions dans la vie qui coûtent de l'argent. Je veux dire, j'ai déjà fait du sport dans ma vie, puis quand tu achètes un vélo qui coûte 5-6 000 $, tu as vraiment l'impression de perdre de l'argent pour vrai. Là. Tu le sais que ça ne fera pas des petits. Là. Ouais. Fait que, mais en même temps, tu veux te gâter puis tu veux avoir cette machine-là parce que tu penses que tu vas aller plus vite. Ou en tout cas, tu veux avoir la bonne bécane pour te sentir bien. Parce qu'au final, c'est beaucoup le feeling que tu as avec le vélo. C'est pas tellement que tu vas aller plus vite parce que tu n'es pas nécessairement à ce niveau-là. Là. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'on en a tous des dépenses comme ça dans la vie où est-ce qu'on se dit, bah, fuck off, là, tu sais, j'ai juste une vie à vivre, puis même si je perds cet argent-là, c'est pas si grave. Fait que c'est dans cette optique-là, mais en même temps, c'est le fun de savoir qu'aujourd'hui, on paye nos frais, puis que même, tu sais, on est capable de réinvestir dans l'entreprise. Là. Super. Puis en parallèle, mais tu avais ton entreprise de plus au niveau financier depuis que tu as l'âge de 19 ans? Oui, en fait, mon père, il avait mon âge, donc il y a 30 ans. Puis, lui, il a un background que ça prendrait 3-4 podcasts à en parler. Ancien prof, ancien criminologue, théologien, bref, il a fait toutes sortes de choses dans sa vie. Puis, à 48 ans, il s'est intéressé au monde de la finance. Puis, il m'en a parlé. Moi, je suis au cégep en administration à ce moment-là. Et ça l'a éveillé en moi, tu sais, moi, je ne connaissais rien de la finance, je ne connaissais pas les placements, la bourse, etc. Ça ne m'avait pas été exposé par mes parents ni par l'école.
Fait que là, je me suis mis tout à coup à lire des livres comme Le Barbier riche ou que ce soit Robert Kiyosaki avec Père riche, Père pauvre. Puis là, je lisais ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'était comme nouveau, encore une fois. Tu sais, puis là, j'étais comme, wow, comment ça se fait que mes parents ne connaissaient pas ça? Puis comment ça se fait que. Alors, je me suis intéressé beaucoup. À l'époque, les placements, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'était pas connu comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de démocratisation tant que ça. C'était moins accessible. Donc là, je sentais que j'avais quelque chose entre les mains que, on va dire, personne n'avait, si on veut, en tout cas, surtout dans mon entourage, dans ma famille. Fait que là, je me mettais à parler de ça comme si j'avais découvert, moi, là tu sais, quelque chose de hot, là, tu sais. Fait que, puis c'était ça aussi, je trouve. Fait que, mais tu sais, tout ça pour dire que j'ai donc commencé un peu, soit naïvement ou un peu par, tu sais, comme je disais, avec Machine 4771, ça a été comme un coup de cœur. Puis de dire, ben il arrivera ce qui arrivera. Tu sais, j'avais pas d'appréhension que ça allait devenir une entreprise, ça allait être rentable, puis que j'allais changer ma vie avec ça. C'était comme purement de l'intérêt personnel, d'augmenter mes connaissances, premièrement, de devenir moi-même, tu sais, plus éduqué financièrement, de commencer à investir de l'argent, puis sans trop mettre de pression là-dessus, tu sais. Puis j'ai été chanceux, là, tu sais, fait que d'une certaine façon, de connaître ça plus jeune, puis de ne pas avoir de pression de performance parce que, bon, quand tu travailles à commission puis qu'il faut que tu vendes pour gagner ta vie puis que tu as beaucoup de paiements à faire mensuellement, ça peut être excessivement difficile. Dans mon cas, à l'âge que j'avais, c'était comme je restais chez mes parents, j'avais la carte de crédit de mon père pour mettre du gaz dans mon char. C'était pas si risqué que ça, mettons. Là. Pas de stress. Zéro stress. Mais c'est important ce que tu dis parce que en 2021, là, avec Radio Fitness, on regarde la définition du mot santé de façon très large dans tous les sens du mot. Et la santé financière, ça devient de plus en plus important. Puis comme tu disais, on n'apprend pas ça non plus dans notre parcours scolaire. Souvent, les parents n'ont pas eu non plus cette éducation-là. Les grands-parents n'ont pas eu cette éducation-là. Fait que la santé financière devient particulièrement aujourd'hui, je dirais, de plus en plus importante parce que sinon, ça devient un stress énorme. Fait que toi, tu as commencé dans ce monde-là à 19 ans. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Bien, c'est vrai ce que tu dis, tu sais, dans le sens qu'aujourd'hui, c'est quand tu dis que les gens pensent plus à ça, c'est ça que tu dis, en fait, qu'avant. C'est vrai parce que moi, je me rappelle en 93, quand j'ai eu mes licences, puis que là, j'expliquais aux gens la possibilité d'investir à l'international ou, tu sais, à ce moment-là, il y avait les fonds asiatiques qui commençaient, puis les fonds américains, puis bon, et d'investir dans des actions, etc. C'était comme un peu avoir mangé 3-4 gousses d'ail. Il n'y a pas grand monde qui collait. Là, les gens avaient plutôt peur, il y avait des doutes énormes sur est-ce que je peux perdre mon argent là-dedans, est-ce que c'est risqué, etc. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'éducation. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus à faire aujourd'hui de l'éducation, mais je dirais qu'on est à un autre niveau. Là, on a progressé. Mais c'est ça. Fait que moi, c'était d'enseigner, dans le fond, la base. Comme tu disais, à l'école, ben, j'ai pas appris la base. Je l'ai appris. J'étais allé chercher mes licences. Puis moi, j'étais fasciné de voir que les gens consommaient des produits qu'ils ne comprenaient pas vraiment, puis qu'il n'y avait pas nécessairement une belle structure financière. Puis beaucoup de gens dépensent plus que qu'est-ce qu'ils gagnent aussi. Donc, un stress, comme tu disais tantôt. Donc, tu sais, comment aider les gens, je pense que c'est d'abord de les éduquer. Mais ça, c'est long. Tu ne peux pas faire ça en 10 minutes. Fait que c'est un accompagnement. Tu sais, l'éducation, c'est un accompagnement. Moi, je voulais être prof dans la vie. Ma mère est prof, mon père est prof. Fait que moi, je voulais être prof d'éducation physique. Fait que là, je me trouvais à enseigner, dans le fond, mais avec un système peut-être de rémunération plus stimulant que d'être prof. Ouais. Parce que, tu sais, fait que j'ai vu ma mère, moi, être prof toute sa vie, puis là, je la voyais bien, tu sais, changer d'échelle salariale, mais elle savait tellement tout ce qui allait se passer, même à sa pension, que je trouvais ça un peu boring de savoir, tu sais, combien d'argent que tu allais faire toute ta vie
je trouvais que ça stimulait pas le rêve, le côté grisant d'être en affaires, de dire, ben peut-être ça fonctionnera pas, peut-être ça va fonctionner moyen, puis peut-être que ça peut devenir grand. Fait que juste ce côté-là, ben ça me fait comme... moi, je fitais là-dedans, tu sais, j'écrivais des rêves, puis je me disais, à tel âge, j'aimerais ça avoir ça, à tel âge, j'aimerais ça faire ça, puis je visualisais comme mon futur, puis ça me drivait à sortir de ma zone de confort pour faire qu'est-ce que j'avais besoin de faire. Fait que c'était un peu ça mon parcours au début, tu sais, c'était comme drivé beaucoup par les possibilités finalement. Mais tu sais, quand tu dis ça, est-ce que tu es allé pour écrire tes rêves, etc., c'est devenu naturel ou tu as lu des livres là-dessus ou tu es allé dans des conférences de développement personnel? Comment tu t'en vas? Bien, toutes ces réponses, en fait, OK. je te dirais toutes ces réponses, l'influence des gens qui l'ont fait avant toi, les lectures, tu sais, dans ce temps-là, c'était pas des webinaires, c'était des conférences. Oh. Puis tu réalises que dans le sport ou dans les arts ou dans les affaires, je veux dire, les gens qui, en général, tirent leur épingle du jeu ont pas mal tous les mêmes genres de caractéristiques, si on veut. C'est comme, tu sais, il y a comme des points en commun. Je dis pas que c'est partout pareil, mais je me rappelle, moi, d'un de mes amis, quand j'étais plus jeune, qui voulait passer son édition pour être à l'École nationale de théâtre. Puis tu sais, je connais pas ça, là, mais je pense qu'à l'époque, c'était comme 6 gars, 6 filles qui prenaient, donc seulement 12 personnes. Puis lui de me dire, j'ai écrit ça partout dans ma chambre, tu sais, je vais être accepté à l'École nationale du théâtre. Puis finalement, il s'est fait accepter, puis je pense qu'il était parmi les seuls gars que c'était la première fois qu'il appliquait. Après ça, il a fait de la télévision, etc. Mais il reste que, tu sais, s'il ne l'avait pas écrit sur son plafond en se couchant le soir, est-ce qu'il aurait été choisi? On le saura jamais. Mais j'ose croire que des fois, quand on écrit des choses et qu'on se le met en pleine face, peut-être, en tout cas, qu'on met les chances de notre bord. C'est ce que j'enseigne encore aujourd'hui, mais je ne sais toujours pas si c'est vrai. Oui, mais tu sais, la plupart des gens qui ont du succès, souvent, ils font des trucs comme ça. Fait que j'imagine que ça va fonctionner. T'sais. Mais il doit y avoir plein de monde qui l'ont fait que ça n'a pas marché non plus. Fait que, peut-être, mais on n'entend pas parler d'eux autres. Fait que c'est ça. Non, mais tu sais, ce que vous disiez tantôt au niveau des finances, j'avais justement vu une conférence une fois, c'était le mois Inc. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que souvent, tu poses la question aux gens, « Hey, comment ça va, toi? » Puis là, tu as du monde qui disent, « Ah, ça va pas pantoute, tu sais, ou ça va très bien. » Mais mettons, quand la personne dit « ça va pas pantoute », c'est quoi qui va pas bien? Parce que est-ce que c'est vraiment toutes les sphères de ta vie qui vont pas bien? Parce que, tu sais, vous parlez d'alimentation, vous parlez de sport, vous parlez de relations humaines, vous parlez de finances. Est-ce que c'est vraiment toutes les bocales qui sont à zéro? J'avais trouvé ça le fun. Fait qu'il disait, tu sais, note-toi, tu sais, donne-toi une note par bocal, puis concentre-toi sur le bocal qui est le plus faible, parce qu'effectivement, si ton bocal finance qui est à zéro, ben là, essaye de le remplir parce que ça va avoir d'impact sur les autres bocals, tu sais. Mais sont rares les gens que les bocals sont à zéro partout, tu sais, au complet. Ouais. Alors, je sais pas, tu sais, donc ça va pas nécessairement mal. Cet aspect-là de ma vie va mal. Mais si je me concentre un peu là-dessus, puis que justement, j'augmente mon éducation sur l'alimentation, puis que je prends des décisions justement pour changer les choses, ben je vais m'améliorer, tu sais, je veux dire, c'est comme n'importe quoi, là. Puis en plus, comme tu dis, ce bocal-là va déborder dans les autres bocals également, c'est sûr et certain, tu sais. Oui, puis moi personnellement, je ne vise jamais le 100% dans le sens que quand tu dis déborder, oui, peut-être, mais tu sais, je trouve la pression des fois est forte, tu sais, comme là, mettons, tu parles d'alimentation. Là, c'est comme si du jour au lendemain, il faudrait que tu sois sur la coche tout le temps, pas manger de poutine, pas manger de chips, pas prendre de bière, pas boire du vin. Puis moi, je suis un foodie, j'adore la bouffe. Fait que j'aime mieux me dire, je vais m'entraîner un peu plus fort, puis je vais aller manger mon sac de chips pareil que de me priver de mon sac de chips.
puis de m'entraîner moins fort. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que je vais faire déborder le bocal de sport pour au final, tu sais, avoir une note de passage au niveau d'alimentation, mais tu comprends, avoir au moins du fun à manger, tabarouette, parce que manger des lentilles à journée longue, ça me fait pas plus triper que ça. Tu sais. On en parle souvent justement sur le podcast que c'est important d'avoir une alimentation variée, puis justement de se permettre à droite, à gauche de manger des chips ou de la poutine ou du gâteau. Oui, un certain équilibre. Exactement, ça te prend d'équilibre parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Là. Le nombre de personnes qui vont sur la diète keto, puis après 3 mois, c'est un... Il reste là-dessus pendant 1 mois et demi, puis après ça, c'est le carb test. Il mange juste des glucides. Fait que c'est ça. Il faut regarder qu'est-ce qui fonctionne pour nous sur le long terme aussi. Mais c'est ça, tantôt tu disais... Fait que là, c'est ça, quand tu étais plus jeune, tu disais des livres sur la finance. Déjà, à quel âge ton père t'as commencé à lire des livres là-dessus? Oui, c'est ça. Il m'a quasiment obligé. Là. Il voulait pas que je me ramasse cassé comme lui à 50 ans, parce que la réalité, c'est que mes parents étaient cassés à 50 ans. Il n'y avait pas un rond. Il y avait des dettes et il parlait de ça régulièrement. Puis il y avait un petit chalet dans le Nord qui valait comme à peu près 20 000 $. Et je sais que ça n'existe plus nécessairement aujourd'hui, des chalets à 20 000 $. Mais il y avait une marge de crédit de 20 000, puis c'était tout le temps comme est-ce qu'on vend le chalet pour clairer la marge? Puis, fait que chez nous, la relation avec l'argent n'était pas le fun. À chaque fois que mes parents parlaient de ça, c'était tout le temps comme à couteau tiré, si on veut. Donc, fait que moi, je baignais un peu dans cet environnement-là. On habitait à Montréal-Nord sur un 3e étage dans un bloc appartement avec une voiture. Mon père avait une voiture qui valait peut-être, je sais pas moi, 1 000 $, tout rouillé. Fait que... Donc, c'est quoi les chances que tu te sortes de là puis que tu réalises tes rêves dans ta vie? Tu as le droit d'en douter là, à ce moment-là. Là, fait que c'est ça. Mais c'est moi, je suis un gars persévérant, même dans le sport. Je te dirais que je vous dirais que je suis un gars quand même qui n'est pas tellement un sprinter. Je suis plus quelqu'un qui comment je pourrais dire, j'ai développé ça aussi, mais j'aime ça quand c'est long. Je ne sais pas pourquoi. On aime ça dans notre vie quand c'est long. Hein. J'aime ça quand c'est long, j'aime ça quand c'est souffrant, j'aime ça quand je me dis... Quand le physique, mettons en sport, quand le physique lâche, mais que c'est la tête, il faut qu'il embarque à ce moment-là. Ouais. C'est un peu le même feeling en business. Des fois, tu as le goût de lâcher. Tout te dit de lâcher. Dans le fond, ça ne fait pas de sens qu'est-ce que tu fais. Mais c'est là qu'on dirait que tu dis non. Tu vois, c'est là qu'il faut que je continue. Mm-hmm. Alors, je suis un peu tête de cochon pour ça, je pense. Je ne sais pas. Parle-nous un peu de ton parcours justement de sport ou de fitness. Charles me disait que tu avais fait un peu de sport compétitif dans le passé. Oui. Puis, ça a commencé ça aussi sur un genre de coup de coude d'un gars qui dit « Tu connais ça le triathlon? » À l'époque, j'étais sauveteur dans une piscine. Puis vraiment, ça, c'est un pur hasard que je me suis ramassé là. Puis là, j'étais comme triathlon, ouais, c'est quoi ça? Fait que, tu sais, vélo, natation, course. Fait que je commence à m'entraîner avec lui. J'ai 16 ans. Puis 2-3 semaines après, je vois dans le journal à Montréal, Triathlon de Montréal, tu sais, qui est à l'île Notre-Dame. Fait que moi, j'ai dit, écoute, on y va-tu? Parce qu'on est rendu des triathlètes. Puis lui, ça faisait 2 ans qu'il s'entraînait. Moi, ça faisait 2-3 semaines. Oups! Puis lui, il me dit, non, tu comprends pas. Il dit, les gens qui font ça, c'est vraiment des athlètes, c'est des gens en forme, tu sais. Puis je dis, ouais, mais comme toi, tu sais. Je dis, toi, tu pourrais y aller. Fait qu'il dit, non, moi, je suis passé en forme pour faire ça. Fait que ça m'a étonné, sa réponse. Moi, j'ai appelé mon père, je dis, inscris-moi. Puis, fait qu'il m'a inscrit. Puis il m'a inscrit dans le plus long des 2. Oh, wow! Oui, là, c'était pas une bonne idée, ça. Ah non, ça a été l'enfer. Ça a été un des pires, je pense, parce que le premier, tu sais, où est-ce que là, tu nages dans le bassin olympique, puis là, tu t'en vas carrément pas dans la bonne direction. Puis là, il y a un kayak qui te suit parce qu'il voit bien que tu t'en vas pas à la bonne place, mais tu l'entends pas parce que tu as la tête dans l'eau. Fait que tu nages bien trop loin pour rien. Fait que, tu sais, la natation était longue, le vélo a été long. La course à pied, on ne peut pas appeler ça de la course à pied. Je l'ai marché le 10 km quasiment au complet.
pour arriver dans les derniers, tu sais. C'est quoi les 3 distances? Ben, il y avait 1,5 km de natation, OK. il y avait 40 km de vélo. Puis moi, je partais pas à l'aventure. Là. C'était comme pour moi, je faisais le tour de l'île de Montréal. Là, fait que... Puis après ça, tu avais le 10 km de course à pied que tu peux marcher. Fait que, puis là, il y avait des femmes de 50-55 ans qui me donnaient des petites tapes dans le dos en voulant dire, lâche pas le jeune, tu vas y arriver. L'orgueil en a pris un coup, mais au final, je me suis carrément écroulé en arrivant. Je me suis endormi. Je n'étais pas dans le coma, mais pas loin. Puis là, quand je me suis réveillé, j'ai vu le champion, là, celui qui est arrivé premier, qui s'appelle Andrew McMartin. Fait que moi, je suis allé le voir, puis j'ai demandé « Why you are number one and me 650? » Puis sans joke, il m'a dit « The only difference between you and me is 4 years of training. » Fait que là, ça a comme rentré dans ma tête. Je suis arrivé chez nous, je me suis inscrit dans un club de natation et ça a parti ma carrière, disons, d'athlète, si on veut, amateur. Puis ça m'a suivi, ça, jusque toute ma vie, en fait. Mais à un moment donné, j'ai rencontré des... ce triathlon-là? Je devais avoir 16 ans, là, ouais. OK. Fait que là, puis le triathlon a fait partie de ma vie parce que je trouvais ça le fun. L'été, je m'entraînais un peu l'hiver à faire toutes sortes de sports, mais l'été, quand arrivait l'été, on s'inscrivait dans des petites courses ici au Québec, puis des chums, puis avec le club de natation, je m'étais fait des amis là-dedans, puis on s'inscrivait soit dans des courses qu'on faisait en équipe. Des fois, d'ailleurs, j'ai rencontré ma femme comme ça. On faisait un triathlon de gars en équipe, puis ma chum de fille a amené 2 autres filles à faire un triathlon en équipe. Puis là, ben écoute, j'étais vraiment en forme à ce moment-là. Notre équipe est arrivée premier, fait que là, j'imagine que j'y ai tombé dans l'œil à cause de ça. C'est bon de performer, d'arriver premier, ça paraît toujours bien. Oh oui, c'est sûr. J'avais une méga pression. Écoute, j'avais un des champions canadiens en natation. J'avais un gars des Espoirs Laval qui est un club de vélo qui était très fort en vélo. Donc, j'avais une grosse pression sur ses épaules parce qu'on était premiers après ces 2 gars-là. Fait que c'est comme, ah ouais, Sébastien, cours 21 km puis va nous gagner ça. Ben oui, tu sais. Ah ouais. J'avais des gazelles en arrière de moi qui voulaient absolument, venir me chercher. Grosse pression, mais fait que ça a été le fun. Écoute, ça. Puis on le faisait avec les moyens du bord. On n'avait pas d'argent. Je veux dire, on n'avait pas d'équipement à ce moment-là. C'était des costumes. Je me souviens, les triathlètes à l'époque, c'était des costumes de bain, des speedos, là, avec des bicycles, bien ordinaires. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le sport s'est rendu vraiment plus glamour puis tout ça, mais fait que c'est vraiment plaisant, là, puis ça m'a redonné un boost. Puis toute ma vie, j'ai fait du sport comme ça, du triathlon. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire du longue distance par concours de circonstances. Quelqu'un m'a parlé de ça, qu'il y avait des championnats, puis qu'il y avait des demi-Ironman à travers les États-Unis, puis tout ça, puis le Canada. Puis je disais, ben pourquoi pas, on va essayer ça. Puis après ça, l'Ironman, j'ai rencontré un gars qui s'appelle François qui, lui, crinquait, il voulait aller à Hawaï. Fait que là, moi, je m'étais déjà dit qu'un jour, je ferais Hawaï, parce que j'avais côtoyé un champion canadien quand j'étais plus jeune qui, lui, allait à Hawaï au championnat du monde comme pro, en fait. Wow. Puis je m'étais écrit ça, quand on dit écrire ses rêves, je m'étais écrit qu'un jour, avant 40 ans, j'aimerais ça faire l'Ironman d'Hawaï, mais jamais j'aurais pu m'imaginer combien d'heures qu'il aurait fallu que je m'entraîne pour me rendre là. C'était comme... Si tu m'avais dit tout ce qu'il fallait que je fasse pour arriver à ce rêve-là, je ne l'aurais jamais fait. Tu l'aurais pas écrit. Oh non. Oh non. Oh my God. Quand je pense à ça, là, je suis comme yark. Ça avait l'air de quoi Premièrement, ça a été combien de temps ta préparation, puis ça avait l'air de quoi tes entraînements? Bonne question. Je dirais que ça a dû prendre au moins 4 ans avant de me rendre à un niveau élevé une aisance à courir longtemps, à faire du vélo longtemps, à faire de la natation longtemps. C'est ça qui, je trouve, difficile dans l'Ironman, c'est que tu dois être bon dans les 3 sports. Puis là, après ça, il faut que tu combines les 3. Puis là, donc, t'espères d'avoir une journée parfaite. Puis, tu sais, il y a eu des tentatives pour
disons, à l'Hawaï, parce qu'il faut que tu arrives parmi les premiers de ta catégorie. Puis, tu sais, il y a eu des chutes, il y a eu des flats, il y a eu des journées où est-ce que tu n'étais juste pas dans ta bonne journée pour performer. Fait que des remises en question de dire, tu sais, je fais tout ça. En fait, à un moment donné, c'était comme la pression d'aller à Hawaï était tellement rendue forte que j'avais perdu la notion de plaisir de m'entraîner. Fait que ce qui a beaucoup aidé, c'est la dernière année, lorsqu'on s'est classé en 2012, ici à l'Ironman inaugural parce que Ironman, c'est une série, hein, c'est une série de courses. Ouais. Et à Tremblant, en 2012, ils ont décidé d'implanter cette série-là ici au Québec. Fait que c'était l'inaugural en 2012. Fait que là, nous autres, on s'est dit, hey, là, on a notre shot de s'entraîner sur place. Donc, je m'étais loué, tu sais, quelque chose à Tremblant pour vraiment, tu sais, m'accaparer le parcours, le connaître sur le bout de mes doigts, puis prendre beaucoup de temps. Donc, m'entraîner peut-être des 10, 12, 14, 16 heures, 18 heures par semaine, dépendamment des semaines, parce qu'il faut que tu saches te reposer aussi là-dedans. Mais disons que cette année-là, parce que j'ai été bien coaché, parce que j'avais des partenaires aussi qui étaient aussi crinqués que moi. Donc, toutes les étoiles étaient vraiment alignées. Puis, en plus, on s'était dit, sais-tu quoi? Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On a enlevé cette pression-là de performance. Puis on s'est juste dit, garde, on fait tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire plus que qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Mais ce matin-là, je me rappellerai toujours quand j'étais sur le bord de l'eau, puis qu'il y avait 2000 participants, parce qu'à l'époque, on partait 2000 dans l'eau en même temps. Wow. J'ai regardé de gauche à droite et sincèrement, j'ai senti en dedans de moi une énergie énorme. Puis là, j'étais comme, essayez de m'attraper, ma gang de tabarouettes. Fait que, vraiment, là, ça a été comme ça. Puis tout le long de la journée qui a duré quand même 9h30, tout le long du 9h30, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait dans mon corps. Je me sentais en forme du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas vraiment eu de baisse de régime. Mais à la fin, j'étais tellement vidé qu'un de mes amis m'a pris dans ses bras. C'est un ambulancier. M'a amené dans une chambre d'hôtel, m'a déposé dans le bain, puis je suis resté là pendant 3 heures de temps. Oh, my God. Fait que je pense que j'étais allé jusqu'au bout de moi-même à ce moment-là. Ouais. Wow. Puis t'es arrivé combien tienne, juste pour le plaisir? Bien, à ce moment-là, dans ma catégorie d'âge, j'étais arrivé 2e et, disons, overall, je pense que j'étais comme 11e ou 12e, quelque chose comme ça. Donc, je côtoyais même des gens qui étaient pros là, parce que les premières positions, c'est vraiment des pros, c'est pas les amateurs normalement qui arrivent dans les premières positions. Fait que j'étais comme surpris là, de voir des gens comme Pierre Lavoie qui est amateur aussi, mais qui est très fort dans sa catégorie d'âge, de penser qu'un jour, je pouvais nager aussi vite que ces gars-là, biker aussi vite que ces gars-là, courir aussi vite que ces gars-là. J'étais surpris de ma performance. La réalité, c'est que je ne me l'explique pas vraiment encore aujourd'hui, comment j'ai fait pour faire ça cette journée-là. Mais ça a été une journée de rêve. Là. Ça, c'est la plus belle journée de ma vie sportive, c'est clair. Ah ouais. Hein? Wow. Ben, j'imagine, oui. Puis c'est toute cette visualisation-là que tu as faite, puis le travail que tu as fait, les années de répétition, puis aussi cette discipline-là que tu as pu appliquer assez longtemps pour voir les résultats, qui est la discipline, c'est quand tu disais que dans plusieurs sphères de notre vie, les gens qui ont du succès, ils ont souvent les mêmes critères. Ben, la discipline, ça, c'est un critère qui est autant en fitness, en sport qu'en finance aussi. La discipline, c'est méga important. La discipline, dans mon cas, c'est la communauté aussi, je dirais. Je suis un gars qui, tu sais, il y a des loners, il y a des gens solitaires, des gens qui sont capables de se lever le matin, de s'entraîner eux-mêmes, tu sais, de le faire de façon solitaire, je veux dire. Tu sais. Puis dans le sport d'endurance, tu vois ça souvent, tu sais, les marathoniens, les Ironman, des gars de vélo, ils vont partir tout seuls pendant des heures et des heures et des heures. Puis en finance, c'est la même chose. Tu sais, mais moi, je suis un gars de gang. Tu sais, j'ai besoin de te voir souffrir pour me donner le goût de souffrir. OK. C'est comme ça. C'est comme, tu sais, on dirait que tout seul, je suis vraiment comme un genre de puis je veux pas faire, tu sais,
je veux pas dire comment je pourrais dire ça, mais je serais comme peut-être un gros à écouter la TV, à prendre des chips puis à boire ma bière. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai l'impression d'être un ultra paresseux. Pourtant, dans ma vie, quand je regarde le bilan de mes 30 dernières années, je dis OK, j'ai quand même fait pas mal d'affaires, mais c'est vraiment la synergie des équipes, des partenaires, la stimulation, des autres qui me pousse, moi, à le faire, finalement. Cool. Fait que tout seul, je ne vaux pas grand-chose, finalement. Mais tu sais, ouais, c'est vrai que de toute façon, en business, pour avoir du succès, je pense que tu as besoin d'avoir du monde avec toi. Il n'y a pas grand monde qui ont beaucoup de succès en étant tout seul, tu sais. Ben, j'imagine que ça dépend. Tu as des travailleurs autonomes très performants qui sont bien tout seuls. Tu en as d'autres qui tripent sur les équipes. Il y en a qui n'aiment pas ça, être avec plein de monde. Je pense que il faut que tu saches, toi, au final, qu'est-ce qui. Tu sais, tu as un petit peu aujourd'hui, quand tu écoutes des conseils de gens, puis il y a beaucoup de coachs, de coachs de vie, puis de gens qui disent voici comment il faut que tu penses, voici qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Moi, je pense plus qu'il faut que tu sois à l'écoute de ton instinct. Il faut plus que tu sois à l'écoute de toi, qu'est-ce qui te fait triper. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de lignes de pensée, mais un moment donné, il faut que tu t'arrêtes, puis il faut que tu t'écoutes toi. Là. Mm-hmm. C'est quoi, toi, qui te fait triper, puis c'est quoi, avec qui tu as le goût de bâtir une business ou avec qui tu as le goût de t'entraîner. Fais-toi pas influencer dans une gang que finalement, tu ne seras pas bien, parce que si tu n'es pas bien, si tu n'as pas de plaisir, ben tu vas arrêter. T'sais. Ouais. Fait que c'est de même, je vois ça. Là. Je sais pas si c'est bon ce que je dis. non, ça fait tout à fait du sens. Mais fait que c'est ça. T'avais quel âge à peu près quand t'as fait ça, l'Ironman, écoute, c'était en 2012, fait que ça fait 8 ans, donc j'avais 40 ans, 39, 40 ans. OK. Puis là, tu gagnes ça. Fait que là, il te demande de payer 750$ US comme on the spot le lendemain matin pour t'inscrire à Hawaï parce que tu l'as gagné, mais il faut que tu le payes. Fait que là, tu dis ça à ta famille qui ont été avec toi pendant plusieurs années, à t'appuyer, évidemment, puis à comment je pourrais dire ça, à payer le prix avec toi d'une certaine façon. Fait que là, tu dis, bon, on va y aller ensemble, hein, on va vivre ça ensemble à Hawaï. Je ne peux pas aller à Hawaï, me laisser mes enfants ici, puis ma femme ici, alors que ça fait eux aussi 3-4 ans parce que tu es beaucoup centré sur toi-même pendant cette période de temps-là. C'est un rêve égoïste un peu. Tu comprends? C'est très... comment je pourrais dire? C'est ça. C'est centré sur je dirais pas ton nombril parce que ça a quand même tu rayonnes pareil, puis tu stimules quand même, je pense, ton entourage à être en forme, puis tout ça. Fait que ça a des bons côtés, mais tu es tout le temps, en train de dire hey, demain, il faut que je fasse ça, puis en fin de semaine, il faut que je fasse ça. Fait que l'agenda familial tourne autour de toi pas mal, Mm-hmm. Fait que je voulais comme les récompenser. Fait que là, on paye ça à tout le monde. Fait que là, tu arrives à Hawaï. Tu penses que ça va être extraordinaire. Ça l'est. Écoute, on s'est mariés, moi et ma femme, devant mes enfants. Ça a été extraordinaire. Tout a été extraordinaire à part la course. Oh! Parce que là, tu te lèves le matin, tu souhaites que ça soit la journée la plus froide de la semaine, mais non, c'est la journée la plus chaude depuis qu'ils font des Ironman Hawaii. OK. Non, quelle chance! Il Incroyable. fait 45 degrés Celsius. Puis là, il faut que tu fasses un marathon là-dedans à la fin. Tu sais, tu te dis, je vais mourir. Puis c'est pas mal ça qui est arrivé. La baignade devait être le fun, par exemple. La baignade était tripante parce que là, tu as les petits poissons. Tu avais même un dauphin qui leadait le groupe en avant. Tu sais, c'était exceptionnel, la baignade, comme tu dis. Sauf que moi, je partais avec les femmes parce que je me suis dit, ça va être plus facile de les distancer. Au contraire, ultra agressives avec leurs ongles. Là, écoute, je mangeais des coups. Fait que j'étais obligé de sortir de ce brouhaha-là, de sortir même des bouées pour pas me faire massacrer. Fait qu'au final, j'ai dû travailler plus pour finir cette natation-là à cause des zigzags que je faisais pour pas me faire maganer. Puis ces femmes-là, ils sont très en forme. S'ils se sont rendus là, c'est parce qu'ils sont
soit aussi capable que toi de nager vite, sinon encore plus, plus vite que toi. Fait mais au final. Ongles, il devrait avoir un avantage là, parce que ça nage plus vite avec des ongles. Ouais, c'est ça. J'aurais dû m'en poser. T'aurais pu te défendre au moins. En vélo, c'était le fun aussi. À un moment donné, tu reviens, là, les vents s'installent, là, tu commences à dire oh, OK, ça va être plus dur que je pensais, tu perds des cartouches. Puis là, tu sens ton énergie baisser. Puis là, tu dis oh, ça, c'est pas bon avant un marathon. Là. Puis là, tu sors pour ton marathon, puis tu vois l'insigne de degrés, 45 degrés. Puis là, tu dis 45 degrés, je veux dire, il n'y a pas de nuages. Le soleil plombe. Tu sais, tu as l'asphalte qui est noir parce que c'est une roche volcanique noire. Fait que c'est noir, noir, noir. Fait que là, tu vois tu vois l'estime. Fait que tu es dans un four, littéralement. Puis là, il faut que tu cours là-dedans. Là, je veux dire. Fait que c'était l'asile. Pour vrai, ça a été la pire expérience de marathon de ma vie. Là. Puis c'est pas comme si tu étais arrivé 3 mois plus tôt pour t'acclimatation. Exact. Non plus. En plein ça. En plein ça. Si j'avais pu faire ça, je l'aurais fait. Effectivement, ça aurait été moins pire. Mais là, tu es un Nord-Américain. Là, toi, tu pars en octobre, il fait quoi, 0 ici. Tu arrives là-bas, écoute, 0 adapté. Là. Oh my, toute une expérience, ça, mais une expérience inoubliable. Ben oui. Oui, tout à fait. C'est un crochet sur un rêve. C'est quelque chose que tu aimes jaser. Même aujourd'hui, ça faisait longtemps que je n'avais pas jasé de ça, puis je trouve ça le fun en jaser parce que malgré que j'ai souffert, un coup que tu as souffert, puis que ça fait longtemps, tu en ris après. Ben oui. Pendant, c'est autre chose. Puis qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là de Hawaï? J'ai appris que je ne le referais plus. Je ne suis pas comme certains. Il y en a des Québécois puis d'autres dans sa planète qui en ont fait plusieurs. Puis moi, ça a été comme, OK, c'est assez. Je veux dire, financièrement, c'est cher. Physiquement, c'est dur. Est-ce que je me mets en forme ou je massacre plus ma santé, d'une certaine façon? Le sport, ça peut devenir aussi des blessures. Bon. Fait que moi, ça m'a permis de me remettre en question, en fait. C'est sûr que je retiens les efforts, je retiens la visualisation, je retiens la discipline, je retiens, on parlait d'ingrédients tantôt à la réussite. Tu peux prendre ces ingrédients-là puis les mettre dans d'autres projets par la suite. Tu te sens peut-être capable d'accomplir, tu viens de te prouver encore que tu es capable d'accomplir, mais clairement que tu te dis aussi, le sport, j'aimerais ça que ça soit autre chose que la performance. J'aimerais ça que ça devienne le fun, amusant, pas concentré sur des objectifs, mais plus comme sortir dans le bois avec du monde, puis là, je fais du vélo de montagne depuis des années, puis c'est exactement ça. La communauté de vélo de montagne, c'est une communauté de gens qui se prennent pas au sérieux. Peu importe s'ils sont bons, moins bons, c'est pas grave. Ils s'en vont jouer avec leur chum dehors, puis ils ont du fun, puis ils prennent une bière après. Mm-hmm. Puis je te dirais que j'aime beaucoup ça. Contrairement à, OK, demain, il faut que je cours 12,5 km à tel niveau. C'est correct, il y a un trip là-dedans aussi, mais moi, je ne voulais plus revivre ça. Là. C'est le genre de trucs qui sont le fun quand tu as un objectif au bout du compte. Si tu fais ça juste... Tu fais pas ça pour le fun, là, comme tu dis. Là. Tu fais pas ça les dimanches après-midi avec tes chums. Quand tu as un régiment comme ça, super strict, ça enlève le fun du sport, en fait. Mais quand tu as un objectif à atteindre... On essayait d'avoir du fun pareil. Je pense qu'on se vend toujours l'idée... à un moment donné, quand c'est dur, n'importe quoi, une business ou le sport, quand ça devient dur, tu te vends l'idée que tu as du fun pareil. Parce qu'au final, si tu fais juste te dire c'est plate, c'est dole, c'est difficile, je veux dire, à quoi bon continuer? Mais c'est quand tu sors de là, puis tu dis, my God, on était complètement débiles, pareil, je veux dire. Ben oui. Puis quand tu sors de là, tu te dis, je voudrais-tu le refaire? Pas sûr. Et après ça, il y a un autre projet qui arrive qui est aussi, qui te prend beaucoup dans les émotions, puis tu te rends compte que, tu te réimpliques beaucoup dans un autre projet.
Fait que c'est la passion aussi, hein? Mais tu vois, ça me fait penser à. J'essaie de trouver l'image exacte. Il y a. Comment il s'appelle, le fameux boxeur? Mohamed Ali, qui a dit une grande phrase qui me fait penser exactement à ce que tu viens de dire, dans le sens où c'est pas toujours la joie, dans le fond. Il a dit, là, je vais essayer de le traduire en live. Il dit, j'ai détesté chaque minute de mon entraînement, mais je me suis dit, ne lâche pas, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Fait que c'est un peu ça, finalement. C'était pas plaisant toutes les heures et les années d'entraînement que tu as souffert, mais finalement, tu étais très content de faire check, je suis allé à Hawaï. C'est plus ça, dans le fond. Oui. Puis à un moment donné, faut que tu te dises si j'y vais pas, puis c'est pas grave. Tu sais, c'est un parcours qui m'a ramené des belles choses quand même dans ma vie. À un moment donné, la destination, c'est bien beau, mais c'est le parcours aussi. Tu sais, fait que pas mettre trop d'emphase juste parce que c'est pas tout le monde qui arrive à un succès, tu sais, mais le parcours, il est le fun aussi. Tu sais, je veux dire. En ce moment, on parle beaucoup du succès en business, mais on fait référence à des Elon Musk, à des Steve Jobs, à des milliardaires. Mais je veux dire, le succès, c'est ta définition. Là, je veux dire, il faut que tu définis, toi, c'est quoi le succès. Puis là, ben, si tu l'approches, ben, tant mieux pour toi. Je veux dire, la comparaison entre des... Tu peux toujours te comparer, hein, puis te taper sur la tête, puis de dire que toi, tu vaux moins que rien, mais juste ici, en Amérique du Nord, vivre au Québec, on dit qu'il y a le 1%, le 5%, mais je veux dire, que tu sois dans le 1%, 5%, 10%, 20%, tu es quand même au Québec. Je veux dire, tu es quand même chanceux. Je veux dire, si tu as un toit, puis tu manges 3 fois par jour, puis que tu n'as pas la guerre autour de toi, puis je veux dire, tu peux sortir. Je sais qu'aujourd'hui, il y a le confinement, puis il y a le couvre-feu, puis il y a un paquet de restrictions, mais il reste que, je veux dire, un coup qu'on va sortir de là, on se rend compte à quel point on est chanceux, c'est la planète de vivre ici. Tu peux te comparer avec le 1% de ta province, mais tu peux peut-être te comparer sur la planète puis dire, ouais, finalement, je pense que je suis dans le 1%. Là. Tu fais partie du 1% mondial, oui. Je pense que si tu exactement. Genre 32 000 par année, tu fais partie du 1% de la planète. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est toujours une question, tu compares à quoi, tu sais? Exact. Fait que tu es exposé à quoi? C'est ça qui est le fun, des fois, de voyager aussi. Tu dis tabarnouche, quand tu reviens, on est bien ici en tabarouette, tu sais. C'est sûr qu'il y en a qui s'ennuient du Sud, je suis sûr, en ce moment. Oui, ils peuvent y aller, hein? Ils ont le droit, d'y aller. Encore pour... Je sais pas. Ouais, dans quelques jours, ils n'auront plus le droit, mais là, ils ont le droit. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, là, toi, quand tu étais jeune, ton père te faisait lire des livres sur la finance, ça t'a intéressé. Tu es allé à l'école, tu as fait ton bac en finance, quoi? Même pas. J'ai été chercher mes licences. À ce moment-là, il n'y avait pas d'études préalables. Tu sais, pour vendre ce que moi je vendais, qui étaient des fonds communs de placement. Donc, que je propose encore aujourd'hui, c'était pas nécessaire de faire des études universitaires. Puis ma femme qui était à l'université, qui travaillait très, très fort pour être vétérinaire, je la regardais travailler, je me disais, si je travaille autant qu'elle à bâtir mon entreprise, ma clientèle, etc., mon équipe de travail, tout ça, je me suis dit, ça ne peut pas faire autrement que pas fonctionner. Tu sais. Fait que, elle m'a beaucoup inspiré pendant les années où elle était à l'université, de moi, tu sais, parce que le dimanche, elle, exemple, on était, je me souviendrai toujours, on jouait au volleyball avec des amis, tout le monde prenait une bière, puis là, dimanche soir arrive, puis bon, OK, il faut que j'aille étudier. Tu sais, ça, c'était ça qu'elle disait à tout le monde. Puis là, moi, je me disais, wow, OK, qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais-tu continuer à prendre une bière avec mes chums ou je vais aller au bureau faire mes appels? Fait qu'elle, elle allait étudier, puis moi, j'allais au bureau faire mes appels. Puis je préparais ma semaine. Fait que je te dirais que cette inspiration-là, sans cette femme-là, sans avoir eu cette femme-là, je serais peut-être tombé dans le piège de prendre une bière avec mes chums puis de ne pas faire ce que j'avais à faire. Mm-hmm. Fait que c'est des petits éléments comme ça qui ont fait que j'ai passé d'une étape à l'autre. Puis je mettais de l'argent de côté parce que je disais aux gens de le faire. Puis là, tu sais, si tu dis aux gens de mettre de l'argent de côté et que tu le fais pas, tu te sens un peu colon, tu sais. Je veux dire, au début, c'était ça parce que tous mes clients faisaient plus d'argent que moi. Puis j'étais comme, oh, wow, j'ai donc bien hâte d'être rendu riche comme eux autres.
Mais tu sais, tu fais de l'argent, fait que tu te dis, OK, c'est pas comment je fais qui est important, c'est comment que je garde. Fait que là, tu sais, puis première maison qu'on a achetée, on faisait les deux dans les 6 chiffres, moi puis ma femme, puis on a acheté une maison à 100 000 à Laval. Donc, ça nous permettait d'économiser un 5-6 000 par mois de côté à ce moment-là. Puis j'avais début vingtaine. Fait que là, je pilais. Puis là, je me disais, ben, tu sais quoi, je vois cette aisance-là qui s'accumule, puis ça m'enlevait du stress. Quand je rencontrais un client, je ne pensais pas à faire une transaction, je pensais à l'aider. Donc, ouais, tu sais, ça permet à un moment donné, à 35 ans, de regarder tes finances puis de dire, OK, c'est sûr que je peux continuer à en accumuler encore plus, je peux toujours vouloir plus, mais je pourrais peut-être prendre un step back, m'entraîner un peu plus, passer plus de temps que ma famille. Parce qu'au final, je veux-tu vraiment la grosse cabane, puis les gros chars, puis les ci, puis les ça. Puis tu sais, je sais pas, à un moment donné, oui, quand j'étais jeune, je pensais beaucoup, tu sais, rêve matériel. Puis on dirait, plus je vieillis, plus je pense à avoir le moins de matériel possible, mais avoir le plus de liberté possible. Ouais. Une qualité de vie plus que du matériel. Ouais, genre. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas de matériel parce que, tu sais, si je dis ça, là, je suis sûr que mes enfants, s'ils m'écouteraient, ils partiraient à rire parce que dans la pandémie, j'ai reçu plus de cadeaux que de toute ma vie parce que j'achète des affaires que je reçois par la poste. Puis là, j'ouvre des boîtes, tu sais, puis je trouve ça trippant. À chaque fois, on dirait que c'est un cadeau que je reçois, mais c'est moi qui l'ai acheté. Je veux dire, ouais. J'ai le même mais tu sais, hein? à chaque fois que je me commande quelque chose. Hein? Je trouve ça vraiment cool, mais tu sais, j'ai équipé mon bureau ici. Fait que, tu sais, oui, j'aime ça, acheter des affaires, j'aime ça, posséder des choses. Comme j'ai beaucoup de vélos, j'ai un fat bike, j'ai un vélo de montagne, j'ai un vélo de route. Des fois, je les change parce que je vais avoir, tu sais, le vélo, tu sais, de l'année plus. Bon, j'essaie le plus possible de... Tu sais, avant ça, je changeais quasiment aux années. Là, j'essaie d'étirer à la sauce pour pas trop dépenser, justement. Mais c'est ça, tu sais, c'est juste de... Puis je sens ça chez les jeunes aussi, comme des jeunes qui me disent, parce qu'ils ont lu Liberté 45, ou tu sais, justement, Pierre-Yves McSween, probablement que c'est le Québécois qui a le plus éveillé, je trouve, la population québécoise face à la liberté financière, et non pas nécessairement d'être riche, mais d'être libre. Fait que je trouve que son livre parle beaucoup de ça, puis je trouve ça intéressant parce que les jeunes, je trouve que, entre autres, en tout cas parce que je fais affaire des fois avec des jeunes de 18, 19, 20, 22, 23 ans, puis quand je les écoute, ils ne veulent pas nécessairement la grosse maison, le gros char, ils veulent beaucoup plus comme une espèce de liberté financière le plus tôt possible dans leur vie. Pour pouvoir peut-être faire plein de choses. Est-ce que tu peux expliquer ça un petit peu, cette différence-là entre être riche et être libre financièrement? Ça veut dire quoi être libre financièrement? Bien, je pense que d'être libre financièrement, c'est d'arriver à un certain point dans ta vie où de te dire, tu sais, récemment, j'étais avec quelqu'un, puis je disais, avec l'immobilier que tu as, avec les placements que tu as, avec le fonds de pension que tu as d'accumuler, je comprends que parce qu'elle me disait, il faut que j'arrête de travailler parce que mon métier est en train de me faire péter les plombs. Tu sais, t'es comme en dépression. Fait que j'ai dit, si tu arrêtes de travailler pendant 6 mois, 1 an, ça va te coûter combien? Bon, mettons que ça coûte 50 000. Fait que tu recules de 50 000 parce que là, il faut peut-être être pigé dans tes affaires. Mais puis tu recules peut-être plus que ça si ce 50 000-là, tu l'investis à long terme. Bref, tu sais, il y a un pas en arrière que tu vas faire, c'est sûr. Mais quand je regarde tous tes actifs qui ont même augmenté, parce que là, on sait l'immobilier, ça a augmenté beaucoup dernièrement. Il y a certains placements qui ont beaucoup augmenté dernièrement. Tu sais, je dis, ton actif général a boosté. Même si tu recules de 50 000, ça change quoi? Tu sais, est-ce que ta santé mentale est aussi importante que ta santé financière? Si la réponse est oui, ben maintenant, il faut que tu acceptes de réduire tes finances puis penser à toi. Puis te réinventer, puis peut-être te trouver une autre carrière, peut-être faire d'autres choses, peut-être, tu sais, changer ton mode de vie. Fait que c'est ça pour moi, la liberté financière. Il y a des gens qui, malheureusement, ils partent dans la vie avec un achat de maison trop vite, une grosse voiture trop vite, et là, tu sais, toute leur vie, ils montent leur salaire, mais ils montent leurs dépenses tout le temps comme à côté, puis souvent, tu sais, comme c'est à côté là, fait que le salaire, lui, il faut qu'il monte plus, mais là, fait qu'ils sont tout le temps comme ça. Puis je pense que c'est ces gens-là qui souffrent le plus parce qu'au final, ils ont de la difficulté à se dire, ben là, si j'arrête, moi,
ma vie va arrêter. Fait que là, je suis obligé d'avoir cette rémunération-là pour avoir le style de vie que j'ai là. Fait que c'est une méga pression. Fait que c'est ça que je pense que, en tout cas, je pense qu'on essaye d'éduquer les gens le plus possible à pas tomber dans ces pièges-là. C'est Tu tellement. comprends? C'est pas facile, là. Ça a l'air facile d'en parler, là. Je pense pas que c'est facile. Mais, là, je vois des gens acheter des maisons en ce moment. Ils sont 25 à vouloir la même maison dans la même journée. C'est sûr que tu vas payer plus cher, là. Ouais. Ouais. Puis c'est très émotif, hein, parce que je veux absolument l'avoir. Ouais, tu la veux absolument, mais quand tu vas être dedans, le fait que ça t'a coûté 100 000 de plus l'avoir, les rénaux, les problèmes, le vice caché peut-être, est-ce que là, ta marge de crédit va augmenter, ta carte de crédit va augmenter, puis là, au final, dans 2 ans, je vais te rencontrer, puis tu vas dire c'est un cauchemar, mon affaire. Tu sais. Je suis en train de faire mon cours pour devenir courtier immobilier. Et puis, j'ai été adjoint d'un courtier immobilier pendant l'été. Puis, c'était incroyable qu'est-ce qui se passait. Puis là, c'était rendu que les gens faisaient des promesses d'achat pas conditionnelles à une inspection. Fait que les gens faisaient même plus inspecter les maisons juste pour être sûr de l'avoir. Parce qu'il y en avait qui avaient 30 offres d'achat pendant un week-end. Fait que les gens, pour être sûr d'avoir la maison, ils y inspectaient même pas. Fait que là, t'imagines le paquet de problèmes avec lesquels tu peux te ramasser juste pour dire « Hey, je suis propriétaire ». Peut-être pourquoi tu n'attends pas 2 ans encore ou 3 ans, puis on s'en reparlera, tu sais. Ouais. Moi, Charles, ça m'est arrivé ici, la maison que j'ai. Quand on a acheté, on a eu des vis cachés. À un moment donné, juste avant les fêtes, l'eau commence à tomber dans la cuisine. On se dit, bon, un dégât d'eau, OK, parfait. On fait venir les assurances, fait venir un gars, commence à... Là, mon toit, il n'est pas correct. Ma maison était mal construite. Il y a des vis de construction. Il y a des vis cachées. Le gars commence à défaire les murs, voit la pourriture. Moi, ma femme est enceinte du 2e. Finalement, tu sais, il dit tu devrais changer tes fenêtres en même temps, va en avant, défais les fenêtres, c'est pourri en avant aussi. Ça a coûté 100 000 $ en l'espace de 4 mois. Là. Wow! Puis là, tu te présentes devant un avocat parce que tu veux poursuivre le propriétaire qui t'a vendu cette maison-là parce que lui, il ne veut rien savoir, évidemment, de payer cette facture-là. Puis là, l'avocat te regarde et dit « T'es donc bien relax. » Mais je dis oui, parce que sais-tu quoi? Je l'ai dans mon compte bancaire. Fait que c'est pas comme j'ai besoin de réhypothéquer, c'est pas comme. Tu comprends? Fait que puis au final, une chance, je l'avais dans mon compte bancaire parce que mon propriétaire a fait faillite. Puis je m'étais arrangé à l'amiable avec lui parce que je voyais bien que les avocats, ils faisaient juste comme ils tiraient ça longtemps. Fait que je m'étais arrangé pour qu'il me donne 8 chèques de 5 000. C'est comme 5 000 par année pendant 8 ans. Mm-hmm. Fait que le premier chèque de 5 000, ça, je l'ai eu. J'ai pu payer mon avocat avec ça. Mais pour le 2e chèque, j'ai reçu un avis de créancier comme quoi le gars a fait faillite. Fait qu'au final, j'ai juste eu 5 000 $ de cette aventure-là qui a payé mon avocat. Mais tu sais, nous, on voulait habiter ici. On voulait la forêt qu'il y avait en arrière. On voulait le rond-point. On voulait la proximité de mon bureau. On voulait être là. Fait que ça coûte ce que ça coûtera, ben c'est-tu quoi? Mais on avait les reins assez solides pour pas que ça nous stresse. Ça nous a fait chier, là, c'est sûr. Moi, j'aurais bien mieux aimé prendre ce 100 000 $ puis rénover ma maison qui avait l'air d'une maison des années 80. J'aurais aimé ça la mettre au goût du jour. Mais tu comprends, c'est effectivement... Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a des familles qui vont justement souffrir du fait qu'il n'y a pas d'inspection. Puis même moi, j'avais fait inspecter, là, en plus, là, Charles. L'inspecteur, ouais. il n'y avait rien de ça. Là. Non, mais c'est ça, ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a dans les murs. Exact. Pas tout savoir. L'inspection, c'est visuel. Il y a des limites à qu'est-ce qu'ils peuvent... Ben oui, par la suite, j'ai su que tu peux payer plus cher pour avoir une sonde. Tu sais, il y a un gars qui est venu, un ingénieur, je ne sais pas trop, lui, il a pris une sonde, il a mis ça dans les murs pour voir l'humidité dans les murs. Puis il m'a dit, tu sais, tu aurais pu payer plus cher ton inspection pour mettre une sonde dans les murs pour sonder, voir l'humidité de tes murs. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas ça. C'est vrai, puis d'expertise, en fait. Là. Exact. Fait que, tu sais, ouais, je pense que
j'en ai fait plein d'erreurs financièrement dans ma vie, mais le fait d'essayer de vivre avec un seul revenu, nous autres, on a 2 bons revenus, fait que le fait de dire on vit juste sur un revenu, puis l'autre, on le met tout de côté, ou on essaye en tout cas de le mettre tout de côté, au lieu d'essayer de vivre avec les 2 revenus, puis de se la jouer gros, là, tu comprends? Ça a été une sage décision, je pense, dans notre vie, parce que ça m'a permis à moi de faire beaucoup de choses différentes, de beaucoup de flexibilité dans ma vie. Du côté de ma conjointe, c'est comme un métronome, là, elle fait toujours la même chose depuis qu'elle est sortie de l'école. Mais moi, je suis un gars qui bouge constamment. J'ai besoin de changements dans ma vie. Mais c'est ça, on est 2 différents là-dessus. Là. Je suis un peu curieux de savoir. Fait que là, c'est ça, tu es allé passer ta licence. C'est quoi, c'est une licence pour. C'est quoi comment ça s'appelle cette licence-là? C'est une licence de quoi? C'est une licence pour devenir représentant en épargne collective, ce qui te permet de vendre des valeurs mobilières, donc qui te permet de vendre des fonds communs de placement, d'expliquer aux gens comment investir leur argent sur les marchés, tout ça. Et ça, à l'époque, les institutions financières ne proposaient pas vraiment ces solutions-là, c'est-à-dire les caisses, les banques, les compagnies d'assurance n'avaient pas nécessairement ces solutions-là à offrir. Fait que pour nous, on sentait comme on était les Robins des Bois. La grosse mode en ce moment, c'est Robin Hood, justement, aux États-Unis, le fameux courtier qui démocratise l'achat d'actions en bourse. Puis là, il y a des extrêmes là-dedans aussi. Hein? Ça fait faire bien des choses. Là. On l'a vu cette semaine, entre autres. Mais c'est intéressant. Là. C'est très divertissant ce qui se passe actuellement. Ben oui. Mais il reste qu'à l'époque, là, en 93, 94, 95, moi, je sentais que j'étais comme un des rares à expliquer ça à la classe moyenne. La classe de gens plus aisés avait déjà ces connaissances-là. Peut-être ailleurs, au niveau anglophone ou au niveau Canada anglais, c'était peut-être plus connu aussi. Ici, en français, les francophones de la classe moyenne, souvent, j'étais comme le premier dans leur vie qui leur expliquait c'était quoi. Là, fait que je me sentais comme, j'ai quelque chose, moi, là, si les réseaux sociaux avaient existé à ce moment-là, je pense que j'aurais fait kaboom, là, j'aurais pu... Mais là, aujourd'hui, bon, c'est un milieu qui est excessivement réglementé. Je dirais que ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a tellement de... on parlait d'extrême tantôt, là. Ben, il y a la personne qui ne sait même pas c'est quoi un CELI, puis tu as la personne qui joue avec son argent en bourse. Fait que là, c'est comme... Tu as des extrêmes, puis moi, je rencontre des gens qui sont dans les extrêmes, puis c'est sûr que j'aide plus la personne qui ne sait pas c'est quoi qu'un CELI que la personne qui essaie de cogner des coups de circuit en bourse. Elle n'est pas trop à l'écoute, disons, de certains de mes conseils parce qu'elle pense qu'elle peut devenir riche rapidement. Fait que l'appât du gain, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans les actions à la bourse, ça peut favoriser certains, mais ça peut faire mal à bien du monde. Oui. Puis, fait dans le fond, ça, tu sors de l'école, tu as ton diplôme, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es allé travailler pour quelqu'un ou tu as tout de suite parti ton entreprise? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, c'est un cabinet qui permet beaucoup de liberté où est-ce que, oui, c'était comme un peu un intrapreneur, un peu comme dans le fond, la personne chez Remax qui décide de développer son équipe, développer son bureau à peut-être son image. C'est un peu le même principe. Mais il reste que non, je n'ai pas pensé de m'incorporer ou d'avoir Sébastien Julien incorporé, venez me faire confiance. Je n'avais pas cette prétention-là. Fait que, ou en tout cas, ce guts-là aussi de partir en business de cette façon-là. Fait qu'intrapreneur, ça veut dire que tu fais partie d'un cabinet qui, eux autres, t'offrent, si on veut, une infrastructure. Ça te coûte des sous, veux pas, j'imagine, de faire partie d'une entité parce que eux autres, c'est une entreprise qui doit faire des profits aussi, mais avec une certaine liberté, de qui je veux rencontrer, à quel moment je veux les rencontrer, pas de territoire. Fait que je me promenais, je faisais bien de la route et puis ça aussi, c'est une affaire, je disais ça à du monde récemment, c'est comme quand tu regardes ce que tu as fait, combien de kilomètres que j'ai fait pour bâtir mon organisation puis mon entreprise, est-ce que je serais prête à refaire ça aujourd'hui alors que je sais très bien que sur un bureau 4 pieds par 4 pieds, je peux bâtir une entreprise aujourd'hui? C'est plus dur sur les fesses, mais je sauve pas mal de temps. Là.
Ben Ben oui, c'est clair. de temps, puis d'argent, puis là, tu es efficace comme ça se peut pas. Mais en même temps, à ce moment-là, la technologie ne le permettait pas non plus. Fait que... On savait pas que ça existait. Fait qu'encore une fois, tu trouves des manières, tu te dis, ah, ben mon bureau, c'est, je veux dire, mon auto, c'est mon bureau. Là, tu écoutes des cassettes au début, des CD après ça, tu essaies de te mettre du bon stuff tu sais, t'appelles du monde, tu fais des contacts en chemin. Mais, tu sais, c'est sûr que il y a des moments où est-ce que tu reviens de, je sais pas moi, tu sais, moi, j'habitais à Saint-Hilaire à un moment donné, fait que tu reviens de ton rendez-vous de Saint-Jérôme, puis là, le tunnel est bloqué. Fait que là, il faut que tu passes par le pont Jacques-Cartier ou le pont Champlain pour retourner chez vous à Saint-Hilaire. Fait que tu arrives chez vous, il est comme minuit et demi, ta femme adore. Puis toi, t'es craqué parce que tu as écouté des CD de motivation dans ton char. Fait que là, t'écoutes la télé en arrivant chez vous pour te calmer. Puis là, bref, en tout cas, je trouve ça drôle d'en parler aujourd'hui, mais encore une fois, je ne referais pas ça. Ah ouais, c'est toute une péripétie de journée, ça, là, de vivre le high, de retourner à la maison, puis tu peux le partager à personne, tout le monde dort. C'est spécial. Mais j'avais un autre fun qui était le matin, quand je me réveillais le lendemain matin, où là, j'ai pas de patron. Puis là, je m'en vais courir dans la montagne du Mont-Saint-Hilaire. Et là, j'arrive en haut du Mont-Saint-Hilaire. Puis je suis tout seul au monde, tu sais, il n'y a pas un chat. Puis je regarde, tu vois la ville de Montréal au loin, puis tu sais qu'il y a des millions de personnes qui travaillent là, ça bourdonne, tu sais, c'est comme une fourmilière. Puis toi, tu es là, tu respires l'air frais, puis tu es en business, tu sais, je veux dire, moi, je me sentais là, comme king of the world, là, tu sais, je me disais, wow, moi, j'ai catché à patente, je suis pas pogné dans le trafic avec la gang qui travaille de 9 à 5 à Montréal. Fait que je me sentais hot, là, tu sais, quand même de vivre ça, mais c'est ça, c'était une autre époque. Ah ouais. Comment tu as bâti ta clientèle? C'était du cold call seulement? Zéro cold call. Ben, zéro. C'est pas vrai parce que j'ai déjà fait, faut que je t'avoue que j'ai déjà fait du porte-à-porte. Ah, c'était ridicule, ça, mais j'ai fait ça juste une journée pour me rendre compte que ça marchait pas. Okay. Puis après ça, j'avais passé aussi des flyers dans 1500 portes différentes en souhaitant que ces gens-là m'appellent, puis il n'y en a pas un tabarnouche qui m'a appelé. C'est toujours ça qui se passe. Hein? On parle. Ouais. Il y en a juste 1% qui m'appelle. Ma business explose. C'est drôle, il y a toujours 0%. Ça me fait toujours rire de voir les gens comment ils essayent de faire des prospections. Puis, mais maintenant, ça a été le bouche-à-oreille, je te dirais, Charles. Ça a été vraiment... le premier coup de cœur, ça a été dans le marché italien. Moi, j'habitais Montréal-Nord. Je m'entraînais dans une piscine. Et mon coach de natation qui m'avait référé d'autres parents, dont un père qui était italien. Et quand je suis arrivé chez lui... BMW, belle maison, tu sais, les Italiens à Rivière-des-Prairies, belle maison, beau setup, la grand-mère qui te reçoit, qui te fait des petits biscuits, le petit espresso, des fois avec un peu de grappa dedans. Puis là, tu sais, de voir ces gens-là triper sur le contenu que tu leur donnes et tout de suite de prendre le téléphone puis d'appeler leurs amis, leurs meilleurs amis, puis « Hey, Tony! » C'est Gino ici, puis je suis avec un bon gars, là, il va aller te voir bientôt, puis je pense que tu devrais faire affaire avec ce gars-là, tu sais, puis je me suis ramassé avec une clientèle italienne en l'espace de quelques semaines, je faisais juste ça, puis c'était comme, aïe, aïe, puis je trouvais les Québécois francophones, disons, tu sais, comme, mettons, moi, je trouvais plus réticent à référer du monde, tu sais, que tu leur demandais, est-ce que tu aimerais ça parler de moi à ton frère ou ta sœur ou tes parents ou, oh, m'attendre un peu, m'en voir un peu, ben, tu sais, bien sceptique, tandis que les Italiens, eux autres, étaient comme, faut que tu ailles voir lui, faut que tu ailles voir lui, ils les appelaient devant moi, ils les bouquaient quasiment pour moi. Fait que, hey, j'ai mangé des biscuits, j'ai bu du café, mon gars, pendant un méchant bon bout. Ouais, ça a commencé de même. Tu sais, évidemment, tu sais, je pourrais vous parler de ça pendant des heures, mais c'est ça. J'appelle ça des veines. Là, tu sais, à un moment donné, une talle, tu sais, tu rentres dans une talle, puis là, whoop, il y a plein de. Fait que, puis si tu es dans une mauvaise talle, ben, tu sais, je change de talle. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme tu fais une prospection, puis ça ne fonctionne pas, ben, tu sais, c'est comme un champ de fraises. Tu sais, je veux dire, s'il n'y en a pas de fraises
dans le rang qui est là, ben change de rang, puis là, il y a un rang qui va avoir juste des belles fraises. Fait que il faut être créatif. Aujourd'hui, bon, évidemment, il y a les réseaux sociaux, il y a un paquet de façons de prospecter différentes aujourd'hui qu'à l'époque. Mais moi, ça a été vraiment du bouche-à-oreille tout le temps, là. Encore aujourd'hui. Si c'était à recommencer, comment tu ferais ta prospection aujourd'hui? Mais moi, je dis souvent aux gens, je ne sais pas si je fais l'erreur, parce que évidemment qu'il y a tellement, les jeunes nous apprennent des choses. Moi, j'en reviens pas, là, on se fait clencher bien raide par du monde en ce moment parce que les nouvelles technologies et les nouvelles façons de faire sont exceptionnelles. Mais il reste que je trouve quand même encore qu'il y a du monde qui dit « je vais m'ouvrir une page Facebook, je vais m'avoir un site web, puis les clients vont venir à moi. » Puis je suis comme « Pense pas, moi. » Ça me fait penser à mes 1500 flyers, ça. Oui, exact. Puis moi, la bonne vieille méthode de faire des contacts, de bâtir des relations, d'appeler des gens, il n'y a rien comme ça pour moi, de trouver des points en commun avec des gens, de donner de la valeur, de surtout t'intéresser à la personne et non pas juste comme d'y dire qu'est-ce que tu peux faire pour elle. Alors, pour moi, ça a toujours fait partie de mon enseignement, puis j'enseigne encore ça aujourd'hui pour quelqu'un qui me dit « Comment je fais? » Ben, tu sais, comment tu fais? Ben, bâtis des liens, bâtis des relations, mets de la valeur dans la vie des gens, tu sais, intéresse-toi aux gens, puis sois patient, je pense. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui aimerait, tu sais, shortcutter, puis je le vois à la bourse, là, les gens, ils veulent shortcutter, ils veulent faire de l'argent vite, puis tant mieux, tu sais, s'il y en a que ça fonctionne. Je veux dire, je suis pas contre les coups de circuit, puis je suis pas contre l'abondance rapide, mais Colin, il y a quelque chose de beau aussi dans la construction de quelque chose, tu sais, c'est plus long, c'est plus dur, mais au bout du compte, il n'y a pas juste le cash, il y a je sais pas. Tu as bâti quelque chose, en fait. Oui. Puis les relations, ben, au final, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'équipe qu'on a, les gens qui sont avec moi depuis 10, 15, 20 ans, que je connais leur famille, leurs enfants, que on fait des choses ensemble, c'est pas juste. C'est ça, c'est riche, ça aussi. Là. Ça fait, moi, disons que tantôt, quand je parlais de définir ton succès, ben, pour moi, quelqu'un qui a des belles relations dans sa vie, ben, pour moi, c'est aussi du succès que quelqu'un qui dit ben, moi, je visais 1 million puis je suis arrivé à 5 millions. OK, bravo, tu as 5 millions aujourd'hui, mais as-tu des belles relations? Non, je suis seul au monde. Ben, tu sais, OK, mais pour moi, c'est pas ça le succès. Ah, c'est ça, c'est moyen. Ben, parlons un peu de. Tantôt, tu mentionnais quelqu'un qui ne comprend pas un CELI, etc. Il y a des gens qui encore une fois, ne savent pas c'est quoi un CELI. Ils s'en ouvrent un à leur banque, ils mettent 2-3 000 $ dedans, ils laissent ça là et puis ils ne réalisent pas que c'est pas ça le but d'un CELI, de le laisser à la banque puis de rien faire. Fait que explique-nous un peu l'idée du CELI, puis peut-être aussi de comprendre la différence entre un CELI et un REER, puis lequel est le meilleur selon toi? En fait, cette question-là, c'est du cas par cas. Fait que dans le fond, il faut que tu appelles ton conseiller. Idéalement, c'est d'avoir un conseiller. Tu peux gérer tes affaires toi-même, mais comme disait un de mes amis, tu peux, pour sauver de l'argent, tu peux aussi avoir une vache chez vous, puis la traire toi-même, puis avoir ton propre lait toi-même. À un moment donné, c'est correct de payer des frais avec certains conseillers pour dire que ces gens-là vont t'accompagner, vont t'expliquer, vont regarder ta situation, vont justement bâtir une relation avec toi, puis ils vont te conseiller justement, est-ce que c'est un CELI, un REER, les deux, etc., est-ce que c'est tes dettes? Il faut que tu rembourses en premier. Il y a un paquet d'affaires à regarder. Mais juste pour te dire, au niveau du CELI, ce qui moi, me fascine, c'est que ça fait plus de 10 ans que ça existe. Aujourd'hui, les gens peuvent mettre, mettons que tu as, parce que là, ça dépend de l'âge aussi. Là, si tu as 19 ans, ben, tu ne peux pas mettre 75 000 dans ton CELI. Tu peux juste mettre ce que tu as pu mettre à 18 ans, puis ce que tu peux mettre à 19 ans, ce qui est 6 000 plus 6 000, donc 12 000. Puis ça, toutes ces informations-là sont sur des sites, évidemment. Les gens peuvent se renseigner. Mais au départ, quand ça a commencé, ça aurait dû s'appeler CILI. C-I-L-I. Moi, je pense que ça aurait dû s'appeler compte d'investissement libre d'impôt et non pas compte d'épargne libre d'impôt. Exact. Parce que je trouve que le mot épargne et le mot investissement, c'est vraiment différent. Dans la tête des gens, épargne veut dire ben, je mets de l'argent de court terme, j'en fonds d'urgence, ça n'a pas besoin de rapporter parce que j'ai besoin d'avoir l'accessibilité de cet argent-là s'il m'arrive un pépin ou si je veux, mettons, voyager dans 6 mois ou bref, un objectif très court terme.
Tandis que le mot investissement veut dire faire des profits, faire de l'accroissement de capital, bâtir justement quelque chose pour plus tard. Donc, être prêt à prendre certains risques à court terme pour avoir plus pour plus tard. Alors, et c'est là où je trouve qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Parce que le CELI, qui ne s'appelle pas CELI, qui s'appelle CELI, compte d'épargne libre d'impôt, peut être investi à long terme dans des véhicules de placement qui sont axés sur de la croissance, justement. Et quand tu regardes le potentiel des intérêts composés à long terme, ben c'est là que tu peux dire, tabarnouche, un jeune qui prend des CELI toute sa vie en fonction du long terme et qui diversifie son capital de façon intelligente pour avoir de la bonne croissance, crime, ça peut être le fun tantôt d'avoir plusieurs centaines de milliers de dollars qui génèrent du revenu libre d'impôt. On espère que ça va durer, que le gouvernement va permettre ça tout le temps, mais je veux dire, dans le sens où tu t'imagines, tu fais un revenu non taxable, légalement, là, je parle. Là. Tu comprends? Fait que ça fait partie, oui, je crois, on va voir beaucoup d'exemples dans le futur de jeunes qui ont fait ça, puis qui vont dire oui, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, une portion de ma liberté financière provient de mes CELI, provient peut-être de mes investissements immobiliers aussi. Fait que ça peut être un mélange de tout ça, mais de ne pas exclure je pense que les gens qui excluent le CELI long terme passent à côté d'une opportunité gigantesque pour devenir libre financièrement. Ben oui, parce que entre le CELI et le REER, c'est deux mondes complètement différents. Complètement. Et quelqu'un qui est jeune, comme tu dis, qui ne fait pas 100 000 par année, qui n'est pas taxé énormément sur son revenu en ce moment, il ne va pas avoir des déductions d'impôts énormes pour maximiser son REER. Tu recommanderais-tu de maximiser le CELI avant du REER? Bien, encore une fois, quand je me fais poser une question comme ça, c'est une question générale et les finances, ce n'est pas général. C'est pour l'individu que tu rencontres. Fait que je pourrais te dire oui, mais ça se pourrait que ce soit non au final, dépendamment c'est quoi. Juste te donner un exemple concret, une personne monoparentale qui est responsable de 2-3 enfants, qui gagne un revenu, disons, pas très élevé au Québec. Il y a les courbes Laferrière qui existent. C'est un fiscaliste là, au Québec qui partage ces informations-là gratuitement sur le web. C'est le Centre de fiscalité québécoise où tu peux aller là-dessus pour voir différentes courbes. Tu peux t'apercevoir que quelqu'un, par exemple, qui est monoparental, qui a des enfants, qui a déjà des allocations familiales pour prendre soin de ses enfants, si cette personne-là prend un REER, donc va réduire son revenu imposable avec le REER, aura droit à une augmentation significative de ses allocations familiales. Fait qu'on voit même des gens mettre 1 000 $ dans le REER et récupérer en retour, en économie d'impôt, mais aussi en retour d'allocation, un 60, un 70, un 80, voire un 80% de ta mise de fonds. Alors là, c'est-tu le CELI ou le REER pour cette personne-là qui est plus avantageux, tu comprends? Fait que c'est pour ça que la fiscalité au Québec est particulière, hein, parce qu'on aide les familles avec leurs enfants financièrement quand tu as des bas revenus. Donc, il faut tenir compte de ça. Tu sais, le conseiller qui s'occupe juste des gens riches, bon, évidemment, il se pose moins ces questions-là parce que les gens qui gagnent des gros revenus, ils n'ont peut-être pas d'allocation ou s'ils en ont, en tout cas, ils n'en ont pas de besoin. Puis bref, pour eux, c'est pas important de sauver ces petits dollars-là. Mm-hmm. Mais pour la femme ou l'homme qui vit très serré financièrement, bien, le 1 $ que tu lui fais économiser vaut beaucoup plus que pour la personne riche. Ah ouais. Tu sais, fait que puis moi, ben, c'est sûr que mon cabinet puis ma façon de travailler, ça a toujours été d'aider la classe moyenne. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les gens qui gagnent des gros revenus, mais il y a beaucoup de cabinets qui s'intéressent aux gens à gros revenus puis à gros qui ont beaucoup d'argent à investir, puis c'est correct. Mais je dirais que pour la classe moyenne, il y a pas assez d'opportunités de rencontrer des gens qui vont vraiment accompagner ces gens-là. Tu sais, ça se fait rapide. Tu disais tantôt, je vais à la banque ou je vais à telle place, j'ouvre mon CELI, je mets 2000 $ là-dedans. Je veux dire, la finance, c'est de s'arrêter, c'est de parler, c'est de mettre tous nos chiffres sur un papier, c'est de voir où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller,
c'est quoi notre vie, tu sais, c'est ça, là. Fait que c'est un petit côté thérapeutique, je veux dire, de s'arrêter, de regarder, puis de prendre le temps de comprendre où est-ce qu'on est, puis de comprendre un peu plus la finance, puis après ça, oui, prendre des meilleures décisions. Tu sais, mais prendre le temps. Je pense que c'est ça le bon mot, là, c'est de prendre le temps. Oui, prendre le temps Ça vaut la de planifier tout ça, finalement. Ouais. Parce que souvent, les gens sont juste dans un engrenage, ils planifient rien, puis que, comme tu dis, ils vivent au-delà de leurs moyens, ou plus ils gagnent, ils ont un bonus, ben là, à place de plus épargner, on va juste plus dépenser. Fait que finalement, c'est cet engrenage-là qui ne cesse d'augmenter, puis ils n'ont pas de plan à la base. Fait que si tu n'as pas de plan, puis tu n'as pas de direction vraiment, ben on s'en fout un peu qu'est-ce qui se passe. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis ça prend un mix. Hein, tu sais, ça prend l'individu qui est intéressé, puis le coach ou le conseiller qui est intéressé aussi. Tu peux pas, c'est comme, mettons, dans le sport ou dans l'alimentation ou dans n'importe quoi. Si tu es nutritionniste dans la vie, puis tu dis à quelqu'un, c'est ça, il faudrait que tu manges pour être plus en santé. Mais si la personne n'est pas prête à l'écouter puis à l'entendre, tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société très éduquée sur plein de sujets. Tu sais, il y a des livres de tout aujourd'hui. On disait tantôt, tu vas sur YouTube, tu as des tutoriels sur à peu près n'importe quoi. Mais il faut que tu sois prêt. Faut que tu sois prêt, puis il faut que tu aies le désir d'évoluer puis de changer. Parce qu'au final, c'est pas parce que tu rencontres une nutritionniste que tu vas bien manger, puis c'est pas parce que tu rencontres un bon conseiller que tu vas changer. Non, il faut que tu aies envie de le faire. Sinon, il faut le mettre en place, il faut le faire. Exactement. Il faut le faire, littéralement. C'est pas de la magie. Là, non, on a beau s'asseoir avec toi pendant 3 jours d'affilée, que tu vas nous faire un beau plan financier si on ne le met pas en application. Puis que ça ne changera rien. Ça, fait que c'est comme tu le dis, il faut avoir la connaissance, il faut avoir les bons conseils, mais il faut aussi le faire, avoir la discipline. C'est pour ça qu'on parlait de discipline tantôt, la discipline de le faire au jour le jour, semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, pour que Petit Train va loin, le plan s'accomplisse. Je sais que, on va juste prendre un exemple. Aux États-Unis, tu as 76% de la population qui vit de paycheck à paycheck, de paye par paye. T'sais. Est-ce que tu penses que la crise qu'on a vécue va faire que les gens vont économiser plus d'argent? Ou vont tout de moins, au moins commencer à s'intéresser à la finance? J'ose espérer que oui. Moi, je ne regarde pas nécessairement ce qui se passe aux États-Unis. Je regarde plus ce qui se passe ici au Québec parce que je suis plus en contact avec les gens d'ici. On ne doit pas être nos statistiques doivent être pas mal similaires à ça. Je suis aux États-Unis parce que je ne connais pas le chiffre précis du Canada. Là. Je pense qu'il y a moins d'inégalités. J'oserais dire qu'il y a moins d'inégalités au Québec qu'aux États-Unis. Tu sais, quand on disait qu'on a une fiscalité spéciale au Québec, c'est-à-dire qu'on se soucie plus des gens qui sont de la classe moyenne, qui ont des enfants, des familles, etc. Il y a l'assurance santé aussi qui existe ici au Québec. Tu sais, je pense que les gens qui font de l'argent ici au Québec, ils ont une certaine fierté de payer de l'impôt, contrairement peut-être ce qu'on pense, c'est que les gens qui font beaucoup d'argent, ils sont contents que l'impôt serve à un tissu social, c'est une espèce de sécurité aussi pour tout le monde, si on veut. Mm-hmm. Tu sais, ce qui est peut-être un danger actuellement aux États-Unis, c'est les inégalités. Puis je ne dis pas qu'on est à l'abri de ça au Canada, là, au contraire, parce que la pandémie, elle a favorisé beaucoup les riches. Puis malheureusement, elle a défavorisé beaucoup des gens qui l'étaient déjà défavorisés. Fait que est-ce qu'on dira de la pandémie que ça a créé un écart juste encore plus grand? Ouais. Et là, cet écart-là, est-ce qu'elle est dangereuse? Je pense que oui. Je pense que. Mais c'est arrivé au Canada aussi, tout à fait. Ouais. Les riches, les milliardaires canadiens se sont enrichis de 30% de plus qu'ils les. Exact. Même si dans leur portfolio, il y avait des hôtels et des restaurants. Moi, je trouve pas que ça sent bon, cette inégalité-là. Si tu veux, je ne peux pas faire de prédiction, mais je trouve pas que ça sent bon. Puis je pense qu'il va y avoir des grosses réflexions à avoir de société au niveau capitaliste, de dire, est-ce que, tu sais, parce que là, c'est sûr qu'il y a de la frustration, on le sent, là, tu sais, il y a beaucoup de frustration dans l'air, pas juste par la pandémie, mais par plein d'autres choses. Mais oui, les gens, je pense qu'ils ont goûté plus à l'épargne pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que
Je dirais peut-être une classe de gens qui n'ont pas été affectés nécessairement par la pandémie, mais qui ont arrêté d'aller au resto, qui ont arrêté de voyager, qui ont arrêté de dépenser de l'argent dans plein de loisirs, ont peut-être payé des dettes, ont peut-être mis de l'argent de côté, se sont peut-être ramassés enfin avec un coussin, un fonds d'urgence, se sont peut-être intéressés au CELI, au REER, et ont peut-être s'intéressé à l'indépendance financière, un peu plus à la liberté financière qu'on parlait tantôt. Oui, je pense que la pandémie a permis à plusieurs personnes de se dire « Hey, on en dépensait en tabarnouche de l'argent dans tout ce qu'on faisait dans une année. » Puis là, on voit nos comptes bancaires monter, nos dettes baisser, on se sent mieux dans notre peau. On voudrait peut-être rester de même après la pandémie, tu sais. Mais on va se garrocher dans les restaurants, puis on va vouloir voyager, puis on va... Les restos, ça va être plein en sortant de cette pandémie. Puis les événements, puis tout ça, fait que, tu sais, chasse le naturel, il revient au galop. Je peux pas faire de prédiction. Est-ce qu'on va retomber dans une société d'hyperconsommation? Je ne sais pas. Tu sais, je souhaite qu'il y ait des gens, je pense qu'il va y avoir une portion de gens qui vont avoir réalisé que, hey, financièrement, quand tu as du cash de côté puis que tu n'es pas endetté, la vie est plus simple puis est plus le fun. Puis je veux rester dans ce mode-là. Oui, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir réalisé ça dans la pandémie. Quel pourcentage, là, c'est trop tôt pour le dire. Ah ouais, non, on peut peut-être pas donner de pourcentage, mais moi aussi, je pense que les gens vont commencer à réaliser que fuck, c'est important d'avoir de l'argent de côté. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis c'est pas tout le temps non plus que le gouvernement va venir nous sauver le cul à nous donner 2000$ par mois, tu sais. Sacrifice. Écoute, moi, je suis étonné de voir les grosses poches pleines tu sais, puis je me suis fait dire, j'ai écouté un podcast sur la CHL, justement, d'une personne de la CHL qui disait, tu sais, un gouvernement qui s'endette, c'est pas comme un individu. Un individu qui s'endette, il se dit, oh, il faut que je paye mes dettes parce que je veux pas arriver à ma retraite avec des dettes ou je veux pas laisser ça à mes enfants parce que nous, on a une fin, là, on va mourir puis on veut prendre une retraite un jour. Tandis que le gouvernement, ça meurt pas puis ça prend jamais de retraite. Fait que l'idée d'être hyper endetté pour un gouvernement n'est pas le même que pour nous. Et le fait que les taux d'intérêt sont très bas, au final, le coût de la dette, c'est-à-dire le coût pour le rembourser, les intérêts, ben ça coûte pas si cher que ça pour le gouvernement en ce moment. Fait que, disons, il y a une aisance à dépenser de l'argent puis à aider plein de monde. Mais comme tu dis, à un moment donné, il faut que ça arrête, là, je veux dire. Oui, exact. Puis là, moi, je me dis aussi, les jeunes, il faut qu'ils recommencent à travailler puis aller à l'école parce que là, ils jouent à la bourse puis là, ils font peur à tout le monde présentement. Fait que c'est comme... C'est tellement beau. Penses-tu que la classe moyenne va être portée à disparaître? Est-ce que la classe moyenne va devenir les nouveaux pauvres? Oui, bien, je pense qu'en fait, c'est une excellente question. Pour moi, la classe moyenne, parce que souvent, c'est quoi la classe moyenne? On va dire c'est des gens familiales qui vont gagner entre 75 000 à 300 000 par année. C'est très large. Selon moi, je rencontre des familles qui gagnent 75 000 par année, mais parce qu'ils ont une petite maison, parce qu'ils ont juste une voiture, parce qu'ils ont un style de vie qui est relax, qui n'est pas sur le flash, ils sont super, ces gens-là. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de plus pour être heureux. Puis, de l'autre côté, tu as des familles qui gagnent 300 000 par année, payent plus d'impôts, ils ont moins d'allocations familiales, ils voyagent plus, ils ont le gros char, la grosse maison, fait qu'ils sont stressés. Fait que, tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'aurais le goût de dire aux gens qui gagnent des gros revenus, « Hey, essaye donc de t'orienter, de vivre comme la personne qui gagne 75 000, puis l'aisance financière que tu vas avoir, peut-être tu peux aider plus de monde avec cet argent-là au final. » Mais oui, je pense que la classe moyenne est tirée vers le bas. Je te le dirais, là, surtout les pauvres. Je pense, moi, plus les gens qui sont pauvres, je pense que ces gens-là, malheureusement, deviennent juste comme plus pauvres, puis c'est plus difficile encore pour ces gens-là. Fait qu'il va y avoir des grands besoins d'entraide. Je pense qu'on rentre dans un ère où si tu es bien, là, puis tu as du cash, puis tout ça, là, au lieu de t'acheter le gros char, puis la grosse maison, puis toujours plus, puis toujours plus, puis toujours plus, peut-être tu pourrais te donner plus. Ben oui. Puis il y a des gens qui donnent déjà beaucoup, là, je veux dire, mais ça va être ça, je pense, d'arrêter cette individualité-là, puis de devenir plus solidaire. Puis là, je ne suis pas en train de dire que de voter pour certains partis, tout ça, mais je pense à ça. Je pense que
c'est ça. C'est des enjeux, en tout cas, ça c'est clair. Il y a des enjeux environnementaux. Je trouve que l'investissement aussi s'en va vers ça. Les investissements vraiment plus verts, des investissements plus axés sur la gouvernance, l'équilibre homme-femme, se soucier des minorités, se soucier des gens plus pauvres. Je trouve ça intéressant comme enjeu. Je ne te dis pas qu'on a toutes les solutions, ça va tout se faire sans problème, mais les défis auxquels les jeunes font face, moi j'ai des jeunes ados qui vont sortir de l'école bientôt, qui vont faire face au marché du travail. Moi, je trouve ça stimulant pour eux, contrairement peut-être à ce qu'on propose. Les jeunes sont anxieux, les jeunes sont dépressifs. Il faut faire attention. Tu as quand même pas mal de jeunes qui sont axés sur les solutions et non pas sur les problèmes. Puis c'est sur ces jeunes-là qu'il faut mettre en lumière. Puis c'est ces jeunes-là que les médias devraient mettre en lumière et non pas de mettre en lumière tout ce qui va pas bien, tous ceux qui se suicident, tous ceux qui vont pas bien. Je comprends qu'il y en a qui vont pas bien, mais mettons en lumière ceux qui vont bien, et ceux qui ont des solutions, puis ceux qui voient ça différemment, puis ceux qui amènent des bonnes choses. Alors moi, malheureusement, les médias, je trouve qu'ils passent à côté d'une belle opportunité de propager du beau plutôt que de propager juste du mauvais. Fait que je suis pas un anti-média, puis je suis pas là en train de dire je suis pas dans la conspiration. Là, je veux juste dire que puis la beauté des médias sociaux, je trouve qu'on peut dire ce qu'on pense. Puis moi, j'aime les réseaux sociaux pour les gens qui l'utilisent de façon positive. Mm-hmm. On peut dire ce qu'on pense pour l'instant. Ouais. En tout cas, jusqu'à maintenant, je pense qu'on a tous dit des choses qui vont faire que tu vas garder ton compte Facebook encore. On ne sera pas dans l'eau chaude avec ce qu'on a dit aujourd'hui, du moins. Je pense pas, non. Est-ce que tu aurais 2-3 astuces, soit des choses à faire ou des choses à ne pas faire pour augmenter notre fitness financier, disons? Ben oui, OK. Si tu veux, je peux te dire d'abord, mettons, la première des choses, c'est essayer quand on part dans la vie, mettons, on s'adresse aux jeunes, on va dire ça comme ça, quand tu commences à faire des revenus, de penser, avant de changer certaines habitudes de consommation, prendre 3, 4, 5 ans avant de dire, je vais faire telle affaire, je vais m'acheter, mettons, telle voiture. Attends 3, 4, 5 ans, mets de l'argent de côté pendant 3, 4, 5 ans, augmente tes revenus, puis après ça, fais-les. Fait qu'il y a une question d'être patient, je pense. T'intéresser. Le deuxième conseil, c'est t'intéresser, va lire des livres sur, en as-tu vraiment besoin de Pierre McSween, Liberté 45? Ça, c'est des livres qui viennent de sortir d'ici, là, avec notre langage québécois, avec un Québécois qui, je pense, fait une super job d'éducation financière. Fait que t'intéresser, oui, lire des livres, aller écouter des podcasts sur la finance. À cette heure, c'est ça, on peut s'abonner à des podcasts. Donc, t'intéresser à ça. Puis le troisième conseil, commence. Mets, je sais pas, moi, 25$ par mois dans un CELI à long terme, mettons, puis investis-les de façon intelligente, ce 25$-là, puis fais juste commencer. Tout le monde peut mettre 1$ par jour, là, je veux dire, c'est comme... Fait que, il y en a qui vont peut-être trouver ça ridicule, mais je pense sincèrement que il y en a qui s'empêchent de commencer, qui disent « Ah, mais attendre que j'aie plus de dette, puis quand j'aurai plus de dette, moi commencer. » Mais là, c'est que tu vas peut-être en avoir toute ta vie des tabarnouches de dette. Fait que commence, tu sais. Ouais, c'est ça que je dirais. Super. Oui, puis c'est peut-être même tes investissements qui vont repayer tes dettes. Ben oui, tu sais. Puis c'est surtout la lumière au bout du tunnel aussi, tu sais, c'est comme, mettons, quelqu'un qui est obèse puis qui va dire, ben je vais d'abord perdre 200 livres puis après ça, je vais commencer à m'entraîner. Mais tu sais, t'entraîner pour toi, c'est peut-être juste de sortir dehors 30 minutes, marcher 2-3 fois par semaine. Mais si tu fais pas ça puis que tu fais juste penser à perdre 200 livres ou 100 livres, ça va être plate, tu sais, c'est comme il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu la même chose au niveau de quelqu'un, mettons, qui est endetté, qui vient me voir, dit « Faut-tu que je paye mes dettes? » Oui, il faut que tu payes tes dettes, mais il faut aussi que tu mets quelque chose
qui va te stimuler à payer justement tes dettes plus vite pour en mettre encore plus là, tu comprends? Ce serait ça qui serait mon troisième conseil. Cool. Fait que tu as mentionné 2 livres. Peux-tu répéter les livres? Ben, moi, c'est sûr que là, tu sais, on dirait que je travaille pour Pierre-Yves McSween puis qu'il me donne il me donne 5 piastres à chaque fois qu'il y a un livre qui vend, là, mais ce n'est pas le cas. Mais moi, le livre, en as-tu vraiment besoin? Qui a écrit, le premier livre qui a écrit, je trouve ça extraordinaire parce que ça fait vraiment réfléchir sur, avant d'acheter quelque chose, là, j'en ai-tu vraiment besoin? Tu sais, comme moi, je n'ai pas acheté de linge depuis je ne sais pas combien de temps. Je trouve ça super trippant de plus dépenser d'argent dans le linge. En ce moment, je suis en shirt, là, tu sais. Ouais. Fait que, donc, c'est ça. Puis l'autre chose, l'autre livre qui est Liberté 45, puis tu sais, les gens disent « Ouais, mais j'ai 44 ans, je devrais-tu lire ce livre-là? » Ben oui, lis-les pareil, ne serait-ce que pour tes 20 prochaines années, puis peut-être d'enseigner ça à tes enfants ou tes futurs enfants. Tu sais, va t'instruire. Puis ces 2 livres-là, je trouve, sans donner toutes les réponses, il ouvre les perspectives puis il fait réfléchir. C'est vraiment ça que je pense qu'on a besoin comme individu avant de t'intéresser à quel genre de CELI tu veux prendre, puis quel genre d'assurance, puis quel genre de... Tu sais, de faire un plan, comme tu disais tantôt. Avant de faire ça, si tu éveilles ta conscience puis tu es prêt, tu sais, tu nourris en fait beaucoup plus ton désir de le faire, bien là, quand tu vas rencontrer après ça le bon conseiller, bien là, le match va se faire, puis tabarnouche, sais-tu quoi, tu peux changer ta vie sur 3, 4, 5 ans, tu vas voir des résultats fantastiques t'arriver, là. Fait que moi, j'y crois. Ça, je l'ai vu plusieurs fois chez des individus. Fait que j'y crois à 100 000 à l'heure. Mais ça va beaucoup mieux avec des individus qui s'intéressent à leur truc. Ben oui. Tout à fait. C'est clair. Fait que où est-ce qu'on peut te rejoindre, Sébastien, supposons qu'on voudrait investir de l'argent, là? Ben écoute, je ne suis pas le seul au Québec. Hein. Je pense qu'il y a des très, très bons conseillers partout dans chaque institution. Mais tu sais, moi, dans le fond, j'ai Facebook, j'ai LinkedIn, j'ai quoi d'autre? Je suis pas trop réseaux sociaux dans le sens que je fais pour ce que, tu sais, quand tu disais tantôt comment tu trouves tes gens, c'est du bouche-oreille. Fait que c'est très rare que quelqu'un dise « Ah, je t'ai vu sur LinkedIn, puis je veux que tu sois mon conseiller. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Au niveau du studio, c'est différent. Tu sais, le studio, au niveau podcast, c'est très réseaux sociaux, ça. Là, tu sais, c'est pas pareil du tout. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai pas fait ce podcast-là avec vous autres dans l'objectif qu'il y ait quelqu'un qui m'appelle pour placer de l'argent. Tu comprends? C'est pas ça qui était mon objectif. Si ça arrive. C'est vrai que ça arrive. Mais ça, si quelqu'un, supposons, qui écoute le podcast, c'est comme, hey, je le trouve cool, lui, j'aimerais ça, justement. Ouais, ben, il m'envoie un messenger, puis sais-tu quoi, on commencera une petite jasette là-dessus, puis ça se pourrait que j'irai faire quelqu'un aussi d'autre que moi, parce qu'à un moment donné, tu peux pas nécessairement être partout à la fois. C'est ça. Le nombre d'auditeurs, de l'auditoire qu'on a, avec tous les nombres de personnes qui nous écoutent, ça se peut que tu dois donner à d'autres mondes, puisque tu pourras clairement pas faire affaire avec le nombre d'auditeurs qu'on a. C'est ça, j'ai regardé vos statistiques tantôt, tu sais, puis je me disais, bon, ben, sais-tu quoi, eux autres, ils démarrent, tu sais, c'est clair. Puis là, je disais, en plus, ils partent avec moi. Fait que là, c'est comme, c'est pas bon, ça, tu sais, c'est sûr que ça marche pas. Ils n'ont pas pogné une personnalité. Fait que là, c'est. Non, mais je suis quand même content tu sais, je vous ai bien aimé quand vous êtes venus, les 2 frères, chez nous. J'ai aimé votre vibe, j'ai aimé vos valeurs familiales, ça. J'ai trouvé ça super de faire des projets avec vous autres. Puis j'étais bien willing de partager du contenu avec vous autres aujourd'hui. Merci de m'avoir donné cette opportunité-là. C'est gentil. Puis ça me fait plaisir de participer à votre démarrage de podcast aussi. Là. Merci à toi. C'est vraiment le fun. Puis derrière, petite question bonbon, petite question de fin comme ça. Là. Qu'est-ce que tu penses du Bitcoin, toi? C'est une bonne question, ça. C'est une question que je ne répondrai pas en présence et ça prendrait mes avocats. Écoute, c'est un produit qui n'est pas réglementé. Alors, tu sais, c'est clair que pour nous, comme conseillers, on doit se tenir loin de recommander. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est que ça évolue beaucoup. Il y a beaucoup d'évolution là-dessus. La crypto-monnaie, ça fait partie de l'environnement aujourd'hui.
Ça va faire partie de l'environnement financier dans les prochaines années. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a définitivement des gestionnaires de fonds de pension, des gestionnaires de fonds communs de placement qui s'intéressent beaucoup à la crypto-monnaie, alors qu'avant ça, c'était pas le cas. Donc, il y a un futur pour ça, mais je dirais que dans le présent, c'est un peu le Far West, un peu comme on voit au niveau des actions à la bourse présentement, de ce qui s'est passé justement cette semaine. Ouais. Il y a l'appât du gain finalement là-dedans et il y a la concentration aussi dans une seule affaire. Les gens qui travaillent dans mon métier vont tous te dire la même chose, c'est la diversification. Alors, quelqu'un va me dire, j'ai un locataire. Ben c'est ça, s'il arrête de te payer, t'es fait. Merde. Si tu as 100 locataires puis il y en a 10 qui arrêtent de te payer, tu en as quand même 90 qui payent encore. Fait que c'est un peu la même chose dans l'investissement. Quand tu dis diversification, si moi j'ai un building qui a 100 portes, comme tu dis, ce serait de la diversification, selon l'exemple que tu viens de nous donner. Tout à fait. C'est juste que d'avoir 100 portes, ça coûte plus cher que de diversifier dans un fonds commun de placement où que là, avec ton 25$ par mois, tu peux acheter 100 compagnies différentes tout de suite en partant. Tu comprends? Fait que la diversification est beaucoup plus facile à avoir dans l'investissement qu'au niveau immobilier parce que pour avoir 100 portes, là, je veux dire, t'es mieux de te lever de bonne heure là, pour avoir ça demain matin. C'est quelque chose qui va se scaler avec. Ça se fait avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et tout ça. J'ai vu des gens s'enrichir de cette façon-là, mais ils ont bûché, là. Je veux dire, c'est des gens qui ont bûché fort pour se rendre là. Alors, c'est ça. Fait que c'est l'indépendance financière, selon Robert Kiyosaki, qui a écrit Père riche, Père pauvre, c'est d'avoir 20% de liquidité, 40% d'immobilier, 40% dans les valeurs mobilières. Donc, tout ça bien diversifié. Et ça, c'est le rêve de tout le monde, d'avoir plusieurs millions de placés de cette façon-là. Mais chaque chose en son temps, puis il faut commencer à quelque part. Super. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Oui, merci d'être venu. C'est super apprécié. C'était bien, bien agréable de te parler. Ah oui, c'était cool. Fait que, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Puis merci. Ça finit bien ma semaine. C'était un vendredi après-midi relax. Après toute la semaine rock'n'roll qu'on a eue sur les marchés boursiers, ça m'a fait du bien de vous parler de ça. Ah oui, c'est sûr. C'est assez fou. Fait que là-dessus, merci à vous. Soyez fit. Merci. Soyez fit. Merci, Eric. Merci, Charles. C'est un plaisir. Ben oui. À plus. À plus.